Salut l'équipe, mais que devient ce bon vieux Kawhi Leonard? Le boog se fait aussi rare qu'un projet d'Alpha One. D'ailleurs, je ne serais pas surpris que prochainement, le MC, fan de NBA d'ailleurs, sorte une punchline mythique sur notre homme. Un truc du style « j'ai les mains trop grandes, je me sens orphelin comme les Clippers sans Kawhi ». Bon, comme ça, c'est nul à chier, mais au moins, vous avez l'idée. Des fois, je me demande quand même qui sortira le premier, Kawhi de l'infirmerie ou GTA 6 dans les bacs. Bon, au vu des dernières news quand même, ça devrait être l'ailier des Clippers qui va donc reprendre l'entraînement collectif avec son équipe, même si le staff médical n'a pas encore prononcé de date officielle de retour. Tu m'étonnes en même temps, car Kawhi qui s'entraîne, c'est comme un mec qui ouvre un œil après 6 mois dans le coma, on reprend de l'espoir, mais on reste très méfiant. Car Kawhi Leonard, c'est un vase Ming, non pas parce qu'il est aussi bavard que l'objet, mais parce que sa valeur est immense, mais qu'il est malheureusement impossible d'y mettre des fleurs dedans. Mais les Clippers, eux, aimeraient bien utiliser leur joli vase à plus de 152 millions de dollars les 3 ans. Alors Kawhi Leonard est-il devenu l'objet de déco le plus cher de toute la ligue ou pourrait-il un jour redevenir le joueur qu'il a été ? Salut à tous, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Encore une énorme émission aujourd'hui, émission spéciale NBA Cup. Et qui dit émission spéciale dit invité spécial puisqu'on a rien que Stephen Brun avec nous sur le canapé. Comment ça va Stephen? Bonjour Tom Cialavino. Le AJ Green de la... Toujours pas AJ. De la First Day. AJ Green, ouais. Écoute, moi j'ai joué au Bucks et prendre des tirs à 3 points. Ça. Tu peux encore le faire? Ouais, je pense que je peux encore le faire. Tu peux encore le faire? Bien sûr. À côté de toi, il y a un juge du Young Star Game. Ah, jury, je fais partie je suis un des jurés. Un des jurés, j'ai fait partie du jury du All-Star, du Young Star Game qui aura lieu le 21 janvier pour avoir les jeunes prospects du championnat de France. Regarde, en plus la Ligue fait les choses bien. Je sais que toi t'as la même chose en tant que juré du All-Star Game, des vrais. Alors ça, j'avoue que c'est très carré ça. Je vais l'essayer ici un petit peu. Ça va partir sur Vinted ça. Laisse-le. Non, peut-être pas quand même. Sauf si ça a une bonne cote. Peut-être que sur StockX, on peut voir l'évolution. C'est du Crystal Baccarat. Ah, ce serait incroyable. Je crois que c'est pas mal. Je vais le faire estimer en tout cas. Ça va, c'était bien? T'as vu à la montagne, Steph? C'était bien la écoute, montagne? un petit séminaire à RMC comme chaque fin d'année, très sympa. Ouais. T'as fait du squash? C'est un bon sport le squash? Ouais, écoute, c'est un sport qui permet de garder la condition. C'est pas mon sport de raquette fétiche. Et donc pas de ski? Vous avez là-bas pas de ski? Non, si, tu peux skier. Moi, c'est pas mon délire le ski. Parce que moi, en fait, j'ai très peur de me blesser au genou. Je sais que j'ai une carrière tennistique, c'est paddle qui arrive. J'ai pas envie de me blesser au genou. J'ai un tournoi important samedi d'ailleurs. Ah oui, j'ai vu. Ouais. Avec Thomas Bonavent, Walid Acharchour. Il y a 8 capitaines qui choisissent des coéquipiers et j'ai été choisi comme coéquipier de Walid Acharchour. Bon, comme d'hab, non? Il y a Jason Brokers. C'est qui Jason Brokers? Jason Broker, c'est pas un youtubeur, je sais pas quoi. Ah, Brocky Brooks. Non, Jason Brokers. Tu connais Jason Broker? Jason Brokers, c'est un chanteur de variété. Il est sur YouTube. Je sais pas du tout qui c'est. Mais n'importe quoi. Vous êtes les favoris? Je sais pas, parce qu'il y a des mecs des chiens qui ramènent des bons joueurs. Ok. On verra ça. Moi, on fera le bilan la semaine prochaine. On fera le bilan, tu seras là? Ouais, peut-être, éventuellement. Avant de commencer l'émission, on fait quelques annonces, comme d'habitude. La première annonce, c'est toujours ce sweat que je porte très bien. C'est le nouveau pull First Team en collaboration avec Dahomey et Champion. Il s'est très bien vendu. Hein. Là, c'est bien parti. Il en reste encore quelques-uns sur le site Dahomey. C'est vrai pour le coup. Non, c'est vrai. C'est vrai. Sur les premiers jours, il y a peut-être... je sais pas, moi. C'est pour ça, parce que c'est bien parti, non? Bah oui, il n'y avait plus de stock. Il y a un stock pour tous les gens qui passent, nos copains et tout. Puis il y a un stock qui est vendu. C'est prévu. C'est pour ça, on avait que du XL là. On a fait une nouvelle demande avec du double XL pour les très très grands comme toi. Donc voilà. Sachez qu'il ne reste vraiment pas beaucoup pour ceux qui veulent faire un cadeau à Noël ou se faire un cadeau à Noël. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Dahomey. 3 coloris, Steph, tu veux lequel? Beige, bleu ou noir? Soit le bleu, soit le beige, soit le noir.
Un des trois, alors. Ça devrait le faire. L'affiche lundi, le NBA Classic Game, comme d'habitude. Cette fois-ci, ce sera un match de 2021 entre les Bucks et les Suns. Voilà, l'énorme match de Giannis Antetokounmpo notamment. Ça a été un très gros match, on s'en souvient bien. Et c'est très cool à le voir. Pour le coup, c'est récent, mais ça reste un match classique. Ouais, bien sûr, c'est un match de finale NBA. Donc, intensité de fou. Un match pour aller chercher un titre, pour voir un Giannis historique et puis voir que Chris Paul est... en fait, quelles que soient les époques, il est toujours là, le mec. On pourrait le faire dans plein d'époques différentes dans les NBA Classic Games. C'est les Bucks qui gagnent, je veux pas spoiler. Mais... Ah, non, arrête. Ah oui, on sait qu'il va être champion à la fin, ça c'est sûr. Et Chris Paul, c'est pas son meilleur match, de mémoire. Si, ça va, ça, il fait un gros match. Il fait un gros match. C'est avant qu'il fait des dingueries. Celui-là, il est fort dans celui-là. My bad, Chris. My bad, s'il nous regarde. Le match de dimanche sur DAZN. Cette fois, c'est toi qui le commente avec Thomas Laroukis. Et c'est encore une fois l'Asvel. L'Asvel qui se déplace à Nancy. Nancy qui est pas mal cette saison. Deux des anciens clubs de Stephen, c'est incroyable ça. Thompson. Effectivement. C'est incroyable, c'est le Stephen Olympico. Après, j'ai joué dans beaucoup de clubs, il y a beaucoup de. C'est pas faux. Il y a beaucoup de Brunico. Pour le coup, là, t'as été champion dans les deux clubs. Ah non, pas du tout à Las Vegas, n'importe quoi, c'était un rookie. Tout à fait n'importe quoi. Ah Nancy, oui, par contre. Nancy, champion, bien sûr. On embrasse Kenny Grant. Tu as joué. Merci John Lanyan pour le lay-up de la victoire. Voilà. Toi, t'as pas de match commenté ce week-end? Ce week-end, non. Mon prochain match, c'est l'All-Star Game avec I Wanna Be Threat. C'est incroyable, c'est la première fois que vous allez commenter ensemble, tu t'en rends compte? Depuis tout le temps, là. C'est incroyable. Ça va être lourd. Vous avez intérêt à être drôle, hein. Je serai dans la salle et je vais jeter avec une petite oreillette. Bah non, malheureusement non. Parce que quand t'es dans la salle, tu regardes le match, t'écoutes pas. Hein. Je serai pas dans la salle. Tom, pardon. Je serai... Ouais, Thomas, elle est dure celle-là en début d'émission. Ouais, je serai devant ma télé pour regarder. Beaujolais, ouais, dans le Beaujolais. J'espère avoir un peu de connexion pour regarder ce bel événement. Si vous croisez Tom Serravino dans le Beaujolais, sachez que c'est vraiment Tom Serravino. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas une blague. C'est vrai que c'est très improbable qu'un créateur de contenu aussi exceptionnel que lui, un journaliste fantastique, chroniqueur à la télé, vive encore dans le Beaujolais. Bravo Tom. Après, quand je redescends, je me rhabille en fonction. Hein. J'ai ma salopette, mon béret. Et dès que vous le croisez au Beaujolais, faites-lui un chabit. C'est automatique. Si vous voulez aller voir le All-Star Game, c'est le 29 décembre. Si vous voulez partir à New York avec nous, ce sera du 28 février au 2 mars. 25 février, non? 25 février? Je crois, ouais. C'est bien mieux. Tu sais quoi? Tu le dis bien mieux que moi en vidéo. On va regarder. Vous avez toutes les infos. Depuis plusieurs années, la NBA n'a cessé de se rapprocher du public en France. Plus de matchs à la télé, plus de contenu sur les réseaux et même des matchs à Paris. Mais si tu es fan de basket, tu dois absolument vivre la NBA de l'intérieur aux États-Unis et Sport US Travel a ce qu'il te faut. Imagine-toi à New York au Madison Square Garden ou bien à Los Angeles pour voir les Lakers ou les Clippers. 20 000 places remplies avec une ambiance de ouf, les joueurs que tu as toujours regardés à la télé ou sur ton téléphone devant toi en vrai. T'imagines? Eh ben imagine encore plus grand, plus loin. Toi sur un parquet NBA en train de jouer. Eh ben t'es pas en train de rêver puisque c'est exactement ce que propose Sport US Travel. Un voyage aux États-Unis, 2 matchs, une fun expérience sur le parquet pour vivre donc, pour de vrai, la NBA. Depuis le 2017, nous voyageons avec Sport US Travel qui propose des forfaits incluant le vol, l'hébergement et bien sûr vos billets pour les matchs. Tout est prévu pour non seulement kiffer à la salle, mais aussi dans la ville pour vivre des moments inoubliables. Avec First Team, nous serons à New York fin février. Alors viens avec nous, on se retrouvera au Garden, mais aussi tout en haut de l'Empire State Building. Ne manque surtout pas l'occasion de réaliser ton rêve de basketteur ou de fan de basket. Tout est disponible sur le site sportustravel.com. Voilà, vous l'avez compris, si vous voulez voir Thomas Dufan shooter sur un parquet, c'est du 25 février au 2 mars. Un jour, j'irai à New York avec toi. Téléphone. Oui, bravo. Tout à fait. Un point pour le là, toi, sur le et non pas les insus alors, hein. Parce qu'on dit les insus maintenant. Mais bon, bref, avançons. Excuse-moi, les grosses têtes. Pas du tout. Allez, le sommaire de cette émission, on va commencer avec les news. Jimmy Butler pourrait partir de Miami. En tout cas, le Heat s'est dit prêt à le lâcher en échange d'une belle contrepartie. On ira aussi sur le débat. La NBA Cup, il s'est joué 4 matchs dans les quarts de finale de la NBA Cup. On va tous les débriefer. La palette sur une équipe qui vient de se faire sortir, c'est les Warriors. Pourtant, le jeu des Warriors semble toujours vivant. Toujours vivant. Et puis, le quiz avec Steph et Thomas. Et puis, promis, ce quiz sera un peu mieux que la dernière fois que Steph est venu. On s'est appliqué avec Ayman, ça va être très bien. Là, voilà, si tu gagnes, tu peux me toucher le genou. Moi, je suis pas handicapé. Oh, je lui ai mis un coup, le pauvre. J'ai reçu une injonction de la police depuis. Hein. Incroyable histoire. Vous êtes prêts? Oui. Eh ben, allez, on part pour les news.
Miami serait donc prêt à lâcher Jimmy Butler, c'est l'info qu'a lâché Shams de ESPN, évidemment l'insider. Jimmy Butler pourrait donc partir, le Heat ouvert à un trade. Butler souhaiterait atterrir dans une équipe en position de gagner le titre dès maintenant. Alors avant de vous demander votre avis sur cette info, on va quand même montrer la déclaration de l'agent de Jimmy Butler qui a réagi aux infos de Shams. Il a dit « D'accord, écoute, alors je t'ai laissé passer hier parce que j'étais occupé, mais si tu n'arrêtes pas de mettre mon nom sur tes conneries complètement inventées, Shams, c'est l'occasion de dire « My bad ». J'ai laissé ChatGPT écrire mes tweets. Ouais, bonne ambiance. Bon, écoute, c'est pas la première embrouille. Moi, j'avais jamais eu d'embrouille comme ça. Comme ça, avec un agent qui lui répond en direct publiquement, c'est vrai que j'ai pas souvenir. Bon, quelqu'un peut-être aura un souvenir d'un échange verbal comme ça sur Internet. Mais bon, on va quand même prendre l'info principale, c'est que Miami est disposé donc à transférer Jimmy Butler. Et donc Jimmy Butler, comme à Noël, il fait sa liste de courses et il dit « Alors moi, j'ai envie de faire 2 équipes dans le Texas, parce que je viens du Texas, Houston, pas San Antonio et Dallas. Alors ça, j'aime bien. » Parce qu'il est natif du Texas. Bien sûr. J'aime bien les Warriors, ok. Ah, j'aime bien les Suns aussi. Donc les mecs, en fait, ils font leur petite liste de courses. Bon, admettons, je crois que l'histoire, elle est finie avec le Heat, on le sait à peu près depuis l'été dernier. Maintenant, la question, c'est quelle est la véritable valeur de Jimmy Butler? Ça, c'est une question à laquelle j'arrive pas à répondre, Stephen. On voit ses stats, 19 points, 5 rebonds et 4 passes, et sa player option en 2025, 52 millions s'il l'active. Est-ce que ça peut aussi être une pression, Steph, pour avoir un prolongement, une prolongation de contrat, ou c'est vraiment qu'il va se barrer? En fait, sur ce dossier-là, je suis un peu... On est là. Parle-moi, moi, ouais. Oui, parle-nous. Oui, non, je regarde le tableau. Je suis un peu dubitatif parce qu'il y a beaucoup de démentis à mon sens sur cette rumeur-là. Jimmy Butler a réagi, son agent. On sait que le monde de la NBA, c'est beaucoup de rumeurs et qu'en général sur des trades, il n'y a pas beaucoup de bruit qui circule avant. Tu te réveilles un matin et puis ça s'est passé. Est-ce que Jimmy Butler déjà a acquis ce statut pour pouvoir décider de là où il va être transféré? Est-ce qu'il a ce statut de superstar? Moi, j'ai tendance à dire oui, par rapport à ce qu'il a réalisé collectivement avec Miami et tout au long de sa carrière. Maintenant, il y a une problématique pour moi, c'est que, vous l'avez dit, il est free agent à la fin de l'année avec une player option, c'est-à-dire que l'équipe qui va l'accueillir, qui va se délester de joueurs importants pour récupérer Jimmy Butler, n'a aucune garantie que Jimmy Butler prolonge sur cette franchise-là. Donc, avant de le faire venir, il faut être capable de discuter avec son agent, avec le garçon, en disant, nous, on est prêt à t'accueillir. Par contre, il faut pas que tu nous fasses 6 mois et après que tu nous serres la main en nous mettant une douille parce qu'il y a une autre team qui va te proposer un contrat, sachant qu'il... Est-ce qu'il veut vraiment le max, Jimmy Butler? C'est une bonne question. À un âge comme ça avancé, est-ce qu'il y a 35 ans, qui va lui donner? C'est une bonne question. En tout cas, ça rappelle 2 cas, là, ce que tu viens de citer, 2 cas très récents. Kyrie Irving, donc à Dallas, bien sûr. On s'est posé la question, est-ce qu'il allait partir? Il a prolongé. Donc tant mieux pour les Mavs, ils avaient fait un bon coup. Et Pascal Siakam aussi, qui avait fait un petit peu sa liste de courses et qui était arrivé à Indiana. On se posait la question de est-ce qu'il allait prolonger. Finalement, ça a très bien fonctionné. Donc c'est vrai que tu as raison, faut prendre ça en tête. J'ai toujours, moi, l'espoir que l'équipe qui reçoit un joueur avec le caractère, tu vois, de Jimmy Butler, son leadership et tout ça, il l'accueille et il lui fasse un peu le tapis rouge en lui disant bon bah on a envie que tu sois là et ça va marcher entre nous. Maintenant, les équipes qu'il a citées dans sa liste de courses, est-ce qu'elles ont vraiment intérêt à aller chercher un Jimmy Butler de 35 ans? C'est une vraie question, ça. Moi, j'aime bien l'idée des Warriors, surtout qu'ils parlent d'un échange avec Kuminga qui va être free agent cet été. On sait qu'ils cherchent une deuxième star pour épauler Steph Curry. C'est quand même le bon profil d'envoyer Jimmy Butler. Ça me dérange. Pourquoi? Parce que Golden State, ces garçons-là, Kuminga, Moody, sont des garçons qui ont grandi avec les Warriors et ils ont formé ces garçons-là. Et aujourd'hui, un garçon comme Kuminga, je vais pas dire qu'il arrive à maturité, mais il arrive à un niveau où c'est un joueur majeur d'une très bonne équipe NBA. Ça veut dire que tu le laisses partir, ça veut dire qu'il va éclater dans une autre franchise à Miami, s'il part à Miami, et que ça peut devenir une potentielle superstar de la ligue, alors qu'il a été formé chez toi pour récupérer un mec à 35 ans. Et parce qu'ils veulent pas lui donner l'oseille. Oui. C'est parce que les Warriors veulent pas lui donner l'oseille. Lui, il veut 200 millions, il a dit. C'est ça aussi le truc, c'est si tu comptes finalement pas sur Kuminga, en tout cas pas au Supermax, t'es obligé de t'en séparer, tu vois. Puis il reste 2 ans. Pour donner 150 à Jimmy Butler après. Mais moi les Warriors et Jimmy Butler, j'ai pas envie de le voir. Mais il reste 2 ans à Curry aussi, peut-être de fenêtre pour être champion, c'est quand même peut-être le bon moment. Et donc avec Jimmy Butler, vous avez l'impression que... Moi c'est ça mon souci, c'est que admettons, Houston, j'aime bien l'idée parce que tu prends un daron dans une équipe là comme ça où il y a pas mal de jeunes et une vraie valeur marchande au sein de l'effectif. Bon, au vu de ce qui se passe avec les Rockets, on en parlait tout à l'heure, ce serait quand même fou d'aller chercher Jimmy Butler. Mais si on prend Dallas, moi je vois pas le fit. Les Suns,
Bon, je vois pas le fit qu'ils l'ont déjà fait avec Bradley Beal, ce type de truc-là. Donc, finalement, les destinations possibles, elles sont pas excitantes. Je vois pas une équipe se démunir pour aller chercher un Jimmy Butler de 35 ans qui va falloir rajouter de l'oseille sur les prochaines années. Dites-nous dans les commentaires où vous voulez voir atterrir Jimmy Butler, qui pourrait donc partir dès cette saison, dès en cours de saison. Donc on suivra ça de près. Un qui a trouvé son équipe, c'est AJ Dibonsa, qui a enfin trouvé sa fac, qui a choisi sa fac. Ce sera BYU. Alors, c'est quoi BYU? BYU, écoute, je l'ai noté quelque part. Brigham Young University. Il y a University pour le U et le reste, tu te débrouilles. On sait que c'est le potentiel numéro 1 de la draft 2026. T'as bien eu, là. Je l'avais noté quelque part. Il est né en 2007. Et alors, pourquoi il a choisi cette fac? Eh bien, Erwan est à Los Angeles et Erwan est allé dans l'Utah le rencontrer pour qu'il nous donne quelques infos. Et on peut l'écouter en direct. I mean, I've been getting offered for 2 years now. And I've gained like 30 plus offers in those 2 years, so a blessing. But I mean, I've just been looking for a family school, a non-sugarcoating coach, a winning program, and just a great development program because I want to try to be in college for 1 year. So I'm trying to get to the leagues. With the current NBA rules, you can no longer go straight from the high school to NBA. Yeah. Without these rules, would you have gone straight to the NBA? Probably not because I did promise my mom I'll do college. Because, you know, moms want like education and stuff, so I promised my mom I'll go to college. Voilà pour l'interview d'Erwan qui progresse de jour en jour en anglais. C'est un extrait de l'interview. Attends, extrait, il y a évidemment. 10 minutes avec J.D. Bonsa. Soyons sérieux. Il a voyagé jusque là-bas pour aller la voir. regarder parce que ça récompensera les efforts d'Erwan Abotré qui a traversé les États-Unis, qui a conduit sur des routes. Il a fait LA, Vegas et Vegas en avion et après Vegas, Utah en voiture avec Melo. Utah, pas la ville, hein, pas la ville d'Utah. Pas Patelin qui est en train d'être construit. Il y avait plus de monde chez toi à Clochemerle que là-bas dans l'Utah. Respect Clochemerle. Respect Clochemerle. Clochemerle, c'est le Clochemerle. C'est Vaux en Beaujolais, c'est le nom de base. Et puis Clochemerle, c'est un écrivain qui est venu, qui a écrit, qui a raconté une histoire qui s'appelle Clochemerle. Et ça a tellement plu au village. C-L-O-C-H-E. Clochemerle. Merde. L'oiseau. Non, arrête. Merle, M-E-R-L-E. Comme Olivier Merle. Voilà, Olivier Merle. Clochemerle, tout attaché. Ouais. Oui. C'est le nom de ta ville. Oui. Bref, donc interview complète à venir. Et puis on vous l'invite à regarder, surtout parce que c'est peut-être le plus gros prospect de ces prochaines années. Avec le fils Boozer, voilà, ils sont avec deux. le fils Boozer. Oui, vas-y, pardon, pose la question. Est-ce qu'on est surpris de le voir choisir cette fac du coup? Tout le monde avait en tête, nous surtout en France, les gros programmes, Kentucky, Duke, etc. Ceux qu'on a l'habitude de voir, mais il a fait un choix réfléchi. Tout le monde le voulait. Il le disait, il a une trentaine d'offres, le gars. Il choisit une fac qui a sorti des joueurs. Une fac qui a un coach qui vient d'arriver référencé, Kevin Young, et qui est un ancien assistant de la NBA. Donc il va là-bas pour un truc très spécifique, c'est je me prépare pour aller en NBA, j'ai 1 an pour progresser un maximum sur mon basket et puis arriver le plus près possible. Donc moi j'aime la démarche intellectuelle. Il a dit aussi que le staff de BYU était monté de manière à ce que les stats avancées, le côté le côté santé, etc. étaient de très bon niveau. Donc voilà, c'est une manière comme ça de se préparer dans une fac qui est certes moins réputée que d'autres, mais qui a fait ses preuves déjà par le passé. C'est une fac qui s'est qualifiée pour le tournoi l'année dernière, et surtout pour un garçon comme ça, qui est à la garantie top 1, je sais pas, mais au moins top 3 de la draft 2026, d'avoir le monopole du ballon déjà. Quand tu vas dans une énorme fac, parfois, il y a 3-4 mecs qui sont draftés en NBA. Donc, parfois, le partage du ballon est un peu dilué, et t'es moins présent aux yeux des scouts et aux yeux des franchises NBA. Là, à BYU, ça va être l'attraction numéro 1. Il va avoir tous les ballons. Ça va être l'option numéro 1. Donc, c'est très bien. Ce qui est curieux, c'est que alors, faut pas prendre mal ce que je veux dire, mais BYU est une fac réputée de blanc. C'est vrai, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Donc, de Mormon, même. De Mormon. Donc, c'est plutôt curieux de le voir là, mais on va suivre ça avec. Je pense qu'il va avoir beaucoup de ballons. Je pense qu'il va faire des cartons. Athlète plus, hein, notre ami AJ. On peut voir quelques highlights, il met quelques tomards, mais voilà, c'est un choix de. Je dirais que ça fait du bien, des fois, de pas avoir des mecs qui disent, je vais à Kentucky, je vais à Duke. Tu vois, sortir un peu de l'ordinaire, c'est sympa. Je suis d'accord, et ça, on n'a pas précisé son profil, mais on parle d'un gars de 2m06, poste a priori ailier, qui est déjà ultra athlétique, mais qui techniquement fait des trucs de malade. Et Erwan, dans sa question, il dit tu peux pas faire le grand saut entre lycée et NBA. Pour la ligue. Je sais pas s'il est prêt, mais en tout cas, s'il était né 20 ans plus tôt, il aurait fait le grand saut. Tu vois, d'un point de vue athlétique, il y a aucun doute sur le fait qu'il puisse jouer en NBA. Alors, dominer en NBA, c'est un autre débat, mais voilà, il voulait aussi avoir cette graduation, enfin en tout cas d'aller à la fac. C'est une promesse qu'il a fait à ses parents. C'est des discours qu'on aime bien. Dernière précision.
Son père, ils sont congolais et jamaïcains dans la famille. Son père vient de France. C'est un mec de Grigny. Donc c'était aussi ça le lien avec Erwan et First Team. Donc voilà, on embrasse toute la famille d'Ibonsa qui a élevé un garçon qui va aller en NBA. Bravo. Tu peux me citer les 5 joueurs les plus connus de BYU? Il y en a un évident, c'est Jimmer Fredette. Bravo. C'est 5 blancs. Il y a Danny Ainge. Danny Ainge, ouais. Danny Ainge. Oh la vache. Sean Bradley. Sean Bradley, bien sûr. Numéro 1 draft en plus. Greg Kite, tu te rappelles un mec qui a gagné Greg Kite. On l'a revu Greg Kite dans les NBA Classic Games. Hein. Et Crazy Merkozic, mec qui était Ah non, lui, je connais pas lui. Voilà. Jimmy Fredette, 52, un record de... Bien sûr. Jimmy Fredette, hype à la March Madness comme on a rarement. Et je crois qu'il y a un homonyme de Kevin Durant. Une vraie Fredette. Genre Devin Durant. Oui, Devin Durant, c'était ça. Et la dernière précision que pas celui-là. La dernière précision que je vais vous donner quand même sur Reggie Dibonsa, parce que comme ça on est bien complet sur lui. L'année prochaine, il va gagner 7 millions de dollars grâce à ses contrats pubs. Vous savez que maintenant les joueurs NCA, les stars NCA, grâce au NIL, donc une nouvelle règle en NCA, les joueurs les plus connus peuvent gagner de l'argent. On se souvient de Bronny James qui a gagné beaucoup d'argent, Caitlin Clark qui a gagné beaucoup d'argent, et J.D. Monsa va gagner 7 millions l'année prochaine. Ça lui permet aussi de faire une année de fac et de s'éduquer. Bravo à lui. Ça fait plaisir. On sait c'est Congo Brazza ou Congo Kinshasa? Je sais pas, non, j'ai pas l'info. Demandera à Erwan, j'ai pas l'info. Je vais pas dire de bêtises. Et l'interview sortira en fin d'année? Ouais, là, il y a un peu de montage dessus. Et oui, fin d'année, début 2025, je pense, peut-être. Début 2025. On parle d'un dernier joueur, Scotty Barnes. Quelle fac? Wow Quand il n'y a pas Erwan, c'est dur, hein? Alabama. Florida State. J'allais dire Arizona State. Florida State, Scotty Barnes qui est de retour à l'infirmerie, lui qui a déjà raté 11 matchs cette saison et qui s'est blessé, on l'a vu sur un contact avec Karl Anthony Towns, il s'est blessé à la cheville, out encore un mois, on le voit sur la saison, il fait 20 points, 8 rebonds et plus de 7 passes. Ça commence à être relou Scotty Barnes parce que dès qu'il joue avec les Raptors, il est très très bon et là ça fait 2 fois en une année qu'il se blesse. Donc, ouais, c'est relou. La première fois il avait pris un tampon de Jokic, plancher orbital fracturé, là il se fait une cheville en allant au rebond. C'est embêtant parce que quand il est sur le terrain, il est très bon, il fait sa plus belle saison en carrière. L'augmentation sur les passes D, sur les lectures de jeu, elle est colossale. Il s'éclatait dans ce système où il n'y avait pas vraiment de meneur de jeu puisque Quickly est toujours absent et Bruce Brown est toujours absent. C'est une équipe qui n'a pas joué encore une seule fois avec ses stars. C'est une équipe qui est dans le dur. Il était très bon. Mais à un moment donné, si tu joues jamais les matchs, ça commence à être pénible. Et Toronto, je sais pas ce que va devenir de Toronto, parce que au complet, c'est une équipe qui peut prétendre au play-in conférence Est. Là, ça va terminer dans les bas-fonds et ça va choper éventuellement Cooper Flag, baby. Non, mais là, je te rejoins, c'est que c'est plus de la déception qu'autre chose. Le gars, il est trop fort. Il a déjà été All-Star. C'est un futur grand de la NBA. Mais tant que ton corps n'est pas assez en place pour résister aux 82 matchs, alors il y a de la malchance, il y a des coups qui viennent de notre sport, mais bon, au bout d'un moment, ça tombe tout le temps sur lui. L'année dernière, il était beaucoup blessé aussi. Il y a plus de la frustration et de la déception plus que de défoncer un mec. Il est encore jeune. On lui souhaite d'avoir le même avenir que Steph Curry à un moment donné, qui, quand il a choisi ses chevilles, a commencé à carburer. Les Raptors qui sont actuellement 14e de la conf Est, 7-18. Ils ont gagné un match à l'extérieur. Non, mais ce qui est relou, c'est qu'ils accrochent tous les matchs. Tous les matchs. Ça joue à 5 points. Très bon match à Boston. Ouais, tous les matchs, ils sont là. RJ Barrett qui fait une super saison, mais bon, écoute, l'essentiel, c'est de gagner quand même. Jacob Poeltl, unbelievable. La famille. Jacob Poeltl, très bon joueur de fantasy. Par contre, il jouait pas en NBA Cup. Ah, ça tombe bien, on va en parler dans le débat. On fait le débrief de tous les matchs de la NBA Cup. C'est maintenant. Les quarts de finale de la NBA Cup se sont joués. On va pouvoir regarder le bracket pour voir les résultats de ces quarts de finale. Alors que oui, j'ai un très bon mime à ma gauche. Mais on va commencer avec la conférence Est, puisque les Bucks se sont imposés face aux Magic et les Hawks face aux Knicks. On va commencer par le plus chaud, les gars. On va commencer par les Atlanta Hawks qui ont créé la surprise hier en allant gagner du côté du Garden avec un Trae Young très bon. Et j'ai envie de commencer par ça. Tout s'est joué au troisième quart-temps où les Knicks sont complètement sortis du match et ont complètement craqué alors qu'ils étaient devant à la mi-temps. La honte. Ah ouais, non, la honte. La honte, hier, dans Clutch, on parlait de... Attention au choix des mots. Ouais, c'est pas grave. La honte, je dis pas que... Pas grave. Non, c'est pas grave. Je sais pas si je les mettais au bûcher, je dis la honte. Hier, dans Clutch, avec Rémi et Erwan, en visio, on disait, la pression est sur les Knicks à domicile doivent le faire, pas le droit à l'erreur, bla 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 bla. Les Knicks, ils ont fait un troisième quart-temps, mais minable. Je sais pas ce qui s'est passé, ils ont laissé leur énergie dans le vestiaire et ils se sont fait détruire par les Atlanta Hawks. Ils ont plus mis un panier, ils ont lâché défensivement, donc ce quart-temps-là, ils le perdent 34-18. Merci, bah voilà, exactement, c'est là-bas. Troisième quart-temps terrible, plus d'adresse, plus rien, pas un lancer franc, un visage méconnaissable, pas d'ambiance dans la salle, vraiment terrible. La deuxième mi-temps, elle est catastrophique. Donc ouais, j'ai envie de dire la honte parce que les Knicks,
ont des espoirs d'aller en finale de conf, voire d'aller en finale NBA. Et c'est dans ces moments-là que tu coches des trucs. On va à Las Vegas, on va jouer à un Final Four, on est meilleur que l'équipe des Hawks malgré leur bonne dynamique, et on va le montrer à tout le monde. Ils ont rien montré du tout hier. Mais ce qui est décevant, c'est que pour cette franchise-là, et peu importe peu importe la qualité du titre qu'il y a à aller chercher NBA Cup, mec, ça fait combien de temps que t'as rien gagné? T'es en quart de finale, tu joues à domicile au Garden contre Atlanta, tu sors de l'année dernière d'une campagne de playoff, t'es censé être renforcé avec Karl Anthony Towns, et tu perds chez toi en quart de finale de NBA Cup, alors que t'as la possibilité de prendre un trophée. Oui, c'est un petit trophée, peut-être que ce qu'il y a affiché en haut du Garden, ça vaut pas... Mais au moins, ça valorise un peu ce que tes choix de construction d'équipe, de choix de faire venir le trade de Karl Anthony Towns. Si tu gagnes la NBA Cup, il est validé ton trade de Karl Anthony Towns parce que t'as gagné quelque chose. C'est cata, 22 rebonds offensifs. Incroyable. 22 rebonds offensifs pour Atlanta. À la fin, là, c'était fou. À un moment donné, ils ont plus envie, en fait. À un moment donné, Atlanta, il y a une action où ils tirent 4, 5, 6 fois et ça termine par un tir de Okungu, là, un petit tir qui va panier comme ça. Incroyable. Tu te fais marcher dessus, en fait. Et c'est pas la première fois que Trae Young vient humilier les Knicks au Garden. Il s'est permis un petit chambage, là. Il lançait les dés à la fin au milieu de terrain. Il disait, allez, nous, on va à Vegas, on va pouvoir jouer aux Craps. Il s'est régalé. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Franchement, c'est vilain. Ce que j'aime bien avec la NBA Cup, c'est que ça te donne un aperçu des playoffs. On louait l'attaque des Knicks depuis des mois. Au rating, ils sont très hauts. Là, hier, quand les défenses se sont resserrées, si Jalen Brunson ne fait pas une différence, en fait, il se passe rien dans cette équipe-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais pas pourquoi on est sur le négatif, c'est 100% de ma faute. J'aurais dû saucer d'abord les Hawks pour leur super défense. Après, t'inquiète. Bien sûr, mais je veux dire, la défense des Hawks, c'est une vraie bonne défense de NBA. Malgré le fait d'avoir Trae Young dans l'effectif, t'as des ailiers qui tiennent tous les duels. Et donc, quand il y a de très bons défenseurs, et Dyson Daniels est un très bon défenseur sur Jalen Brunson, les menaces et la création doivent aussi venir des ailes. Le problème, c'est que leurs ailiers, c'est tous les mêmes profils. Hein. Alors, j'ai cité que les trois stars, mais OG Anunoby, Michael Bridges et Josh Hart, c'est des gars de la finition, tu vois, que ce soit par le tir, la pénétration, la contre-attaque, etc. C'est des mecs qui vont pas créer pour les autres. Hier, on l'a bien senti que Jalen Brunson, en fait, c'était le seul à être capable de faire des passes. Il y a qui, pardon? Il y en a qu'un dans cette équipe-là qui est capable de mettre le ballon au sol. Il y a Karl Anthony Towns qui est capable de faire des trucs. Hier, il fait des marchés, des trucs. Ouais, Josh Hart essaye de porter la balle un peu. Il essaie de porter la balle, mais avec quel... Josh Hart. Ah ouais. Il dribble au-dessus d'épaule, ça c'est vrai. Et j'adore Josh Hart, c'est la famille de fou. Mais c'est pas à lui que je vais confier un peu le ball handling à Josh Hart. Pendant le match, il y a une stat incroyable. Je fais une petite aparté comme ça. Josh Hart, il a plus de 70% à 2 points. C'est donc les deuxièmes de toute la NBA, hein, de toute la NBA, incroyable. La dernière fois qu'on a vu à plus de, je sais pas, 77% ou un truc comme ça, à 2 points, donc qui a l'idée la NBA en fin de saison, c'était Brent Barry, début 2000, qui avait le meilleur pourcentage pour un extérieur. Voilà, c'est une petite stat que je vous donne. Je trouve ça exceptionnel. Bref, on peut passer à autre chose. Mais oui, cette équipe manque de créateurs. Et quand Dyson Daniels se met en mission sur Jalen Brunson, il est concentré sur déjà pas perdre le ballon parce que l'autre il lui met une pression hors norme. Déjà que c'était pas les rois de l'organisation les Knicks. Quand Jalen Brunson il est déjà occupé à essayer de gérer le ballon, il se passe plus rien. Et après t'arrives vite. Il reste 8-7 secondes. Et il y a personne en fait, puisque tu l'as dit, Bridges, Anunoby, Josh Hart sont des mecs à la création de Jalen Brunson qui sont là pour soit découper et mettre des paniers, même ou sur le banc pour prendre des tirs à 3 points. Juste McBride, c'est un finisseur. Ouais. Et Cameron Payne, il est aussi dans un truc de tir. Qui est bon hier en plus. Ouais, mais franchement, il est bon. Le problème, c'est qu'il est pas en train de créer pour les autres, faire des passes, des trucs, machin, parce que la défense, encore une fois, était bien en place. Il est aussi dans un concours de je vais mettre des tirs, je vais ramener par le scoring et tout. Donc, ça manque clairement de création. Et moi, ça me, en fait, ça invalide quelque part le choix d'avoir ramené Karl Anthony Towns parce que tu changes d'identité de la défense vers l'attaque. Pourquoi pas? Mais si tu vas là-dedans, faut que dans les bons matchs, on sente sa différence. Tu finis à 100 points le match. Il faut que tu mettes 120 contre Atlanta. Allez, 110, 115, la rigueur, oui. C'est cata, hein. Et puis ils sont outbenchés aussi, le banc d'Atlanta, là, tonton, là, qui met 24, là. DeAndre Hunter, Bogdanovic qui est pas mal sur 7 à 3 points, mais mine de rien. Atlanta est meilleur. Et Atlanta, ils vont à Las Vegas en ayant pété les Celtics, en ayant pété les Cavs et en ayant pété les Knicks à l'extérieur. Donc, vous avez mérité d'aller à Vegas et de faire votre vie à Vegas pendant 4-5 jours. Le petit Zachary, hein, le visitage à Vegas, Zach. Il a pas 21 ans. Ça fait partie de la progression. Mais il a pas 21 ans. Mais je veux dire que le chemin qu'ils ont parcouru pour se retrouver à Vegas, j'ai envie de leur dire chapeau Hawks. Chapeau Quinn Snyder, baby. Clairement, chapeau Hawks. Hier, il est détruit sur pick and roll, encore une fois. Mais comme toujours, tu sais, rappelez-vous qu'après le premier match, on en a discuté tous ensemble. Moi, j'ai dit cette équipe ne sera pas championne, etc. pour une seule chose. Et on en a fait un débat et une palette ici. C'est que Karl Anthony Towns,
il est trop friable défensivement, tout le temps ciblé sur pick and roll, que malgré le fait qu'hier, qu'il fasse 19 rebonds, il prenne 19 rebonds, c'est un truc de fou, bah, il est toujours en foul trouble. Et dans les moments importants, ils ont Jericho Sims sur le terrain. Donc, Jericho Sims, toi qui n'as pas Michel Robinson qui est pas là, c'est terrible. C'est un bon citron, en plus. Hein. Wow! Naïveté absolue, fan du sourcil. L'autre, il est déjà en train de nettoyer le plexi. Oh. Ça fait 3 mois qu'il a commencé le basket. Idiot du village. Il porte bien son nom, hein. Si tu lui dis pas quoi faire, il sait pas. Bah ouais, clairement. C'est un Sims. Ah ouais. T'as jamais joué au Sims? Si. Nice. On aime. Bravo. Bien il amené. fait caca dessus au bout d'un Moi, moment. j'avais la carte Sims. Un mot quand même, vous avez parlé d'Andre Hunter, des seconds couteaux, Jalen Le chasseur, Johnson. il est là, le chasseur Hunter. Jalen Johnson qui a été exceptionnel encore une fois Belle hier. saison, hein, Jalen. On en a parlé lundi, d'ailleurs l'émission sortira samedi dans les meilleures progressions de l'année. Hier il met 21 points à 8 sur 20 au shoot, il prend 20 shoots quand même, mais il est exceptionnel hier. Ouais, et surtout qu'il avait raté le match précédent, il y avait une incertitude sur sa présence dans ce match-là. Moi ce qui me bluffe avec lui, c'est que il joue avec, il dégage beaucoup de confiance. Il est très, il est agressif, il accepte les responsabilités, c'est-à-dire que oui, Trae Young est le meneur de jeu et tout, mais lui, le nombre de fois où il remonte la balle, où il crée pour les autres, alors parfois il y a du déchet, hein, mais son agressivité décante beaucoup de choses. On parlait de création là pour les autres joueurs des Knicks, bah eux ils ont de la création avec un joueur comme Jalen Johnson qui crée du jeu, tu vois, on aime bien dire ça, créer du jeu, ça ouvre directement des espaces pour les autres. Donc ouais, il était magnifique, mais de toute façon ils ont été bons. Oui. Là, tu vois les stats. Moi j'ai un problème avec Jalen Johnson. Bons. Moi j'ai un Qu'est-ce que problème. t'aimes pas? Il faut qu'il se rase la tête parce que j'ai l'impression à chaque fois c'est Zachary qui a la balle. Ah ouais, ils se ressemblent énormément. Donc je me dis, Ouais, ça ouais. qu'il est exceptionnel. Après je dis, ah non, bah c'est Jalen, pardon. Bravo quand même. Bravo quand même. Zachary Zachier qui a failli mettre un énorme poster. Donc ça touche un peu le premier Elle rentre cercle. quand même. Elle rentre quand même. Bravo. Mais ouais, Bravo, très Zachary. stylé, très Ouais, stylé. on l'a vu plutôt actif. Les gars, juste pour finir sur cette série, sur ce match, est-ce que ça peut être un mal pour un bien pour les Knicks ou Oh, C'est quoi un mal pour un bien? C'est jamais bien de se faire attraper en quart de finale de Cup chez toi au Garden contre Atlanta. Donc ça peut être piqué au vif quoi. remise en question, oui. Après, il faut qu'il rentre tonton Mitchell, Tony Michelli, là, faut qu'il revienne à l'intérieur. Hein. Karl Anthony Towns fait une saison exceptionnelle. Chiffré. Record en carrière en rebond, les points, il a 45% à 3 points. Mais Thomas l'a dit, il a changé l'ADN de Tom Thibodeau et de cette équipe-là, qui était une équipe un peu de charognards, de chiens des bois, et même l'arrivée de Bridges aussi, il change un peu la donne parce que c'est plus un mec offensif, même si c'est un très bon défenseur. Sauf que la bascule, si tu changes l'ADN d'une équipe, c'est que tu dois le changer et ça doit te permettre de gagner d'une autre façon. Et là, ça le fait pas. Donc, Mitchell Robinson, qui a la dissuasion, qui est quand même un bien meilleur défenseur que Karl Anthony Towns, qui est en latéralité, en dissuasion verticale, parce que Karl Anthony Towns, on le voit mettre des énormes tomards. Mais il fait pas très peur, en fait. Il a pas ce truc Non, pour monter très haut. Tu vois, il a besoin d'un peu d'espace devant lui et de poser ses... Mitchell Robinson, tu vois, il y a le ressort sur le pied pour contrer en deuxième rideau. Donc, il faut qu'ils aient un backup rapidement. Et oui, pour répondre à ta question, CF, notre débat sur les Knicks il y a 2-3 semaines, là, c'est exactement ce qu'on imaginait d'eux dans les gros matchs. Et ben voilà, ils se sont fait cueillir sur tous leurs défauts, que toute la ligue, les 29 autres équipes de la ligue sont au courant de comment battre les Knicks. Ça, c'est une bonne nouvelle. Émission d'experts. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Les Hawks qui retrouveront donc en demi-finale de conf. Bah non, pas demi-finale de conf, si on peut le dire. Demi-finale de la NBA Cup à de la l'Est. NBA Voilà. Cup au Final Four à Las Vegas. Les Bucks qui sont sortis dans le Money Time face au Orlando Magic. On parlait des Hawks qui sont bien construits. Le Magic, j'ai envie de commencer par eux parce qu'ils ont été très très bons face aux Bucks. Aussi sont une équipe bien construite. On sait qu'il n'y avait pas le frère Wagner, il n'y avait pas Banchero et il y a Jalen Suggs qui est sorti de je ne sais où pour faire un match de All-Star. Ouais, Jalen Suggs, ça fait un moment quand même qu'il est sorti de je ne sais où. Il fait Là, pour le coup, niveau-là il fait un match exceptionnel hier. il fait une belle saison. Oui, il fait un match exceptionnel, il fait une magnifique saison. Ils avaient tapé Phoenix dans la même configuration 2 jours avant, à la surprise générale déjà. Et là, ils font un match de bonhomme. Ils sont encore à +1 à 45 ou 46 secondes de la fin. Bon, ils terminent, ils sont sur la jante et ils prennent Damian Lillard qui met 3 points et qui met un lay-up en faisant 8 pas. On voit tout le monde, ça, tu l'as vu? Tout le monde le fait. Tout le monde fait marcher. Bitadze, il fait n'importe quoi, Oui. Lillard, il fait marcher. Bon, Voilà. bah, ok. Et deux l'arbitre points, en bon. face. Hein. Ah ouais, l'arbitre en face, Mais tu le personne ressens voit. en plus dans les. Moi, c'est un truc que je comprends jamais. Il faudrait te demander à un arbitre. On n'est pas arbitre et tout, mais. Bon, le feeling, dans j'ai le vu le feeling truc, du je sais game, pas, il y a il une y a un truc énorme qui va marché. pas, gros. Il fait gauche, droite, gauche. Ah Voilà, ouais. c'est tout. Hein. Bon. Danse avec Après, les il a fait stars. comme ça, Ah l'arbitre. ouais, Danse avec les stars. d'accord. C'est un foxtrot Daniel Lillard avec faux voto. Oh, le Foxtrot, c'est extraordinaire, ça. J'adore. Mais alors, Orlando, j'adore cette équipe. J'adore cette équipe. Bah, je te rejoins complètement. Et puis, tout à l'heure, on parlait d'ADN et tout. Eux, au moins, l'ADN, il est clair. On défend le plomb, on est ultra agressif. On a des mecs qui sont en pleine émergence, là, qui nous surprennent. Franchement, Goga Bitadze, il fait une saison, mais le gars, c'est un titulaire de NBA de très haut niveau, en fait. Tu vois, le dunk qu'il met sur Giannis, c'est des images qu'on va garder en tête longtemps, en plus de ses stats. C'est une bonne équipe de basket. Quand tu joues bien en basket, que tu défends, que t'es plutôt bien coaché et que t'as un mec qui arrive à lever son niveau, ça a été Franz Wagner,
c'est Banchero normalement, et là avant-hier soir c'était Jalen Suggs, et ben voilà, tu t'offres des money time, et un money time, la pièce, ça peut tourner d'un côté ou de l'autre. Et ils ont des petits garçons qui en sortie de banc, le fils de Joe Howard qui est là, qui met quelques petites bombinettes. Anthony Black, Cole Anthony qui était passé ils l'ont mis un peu au placard bizarre. Placard. Là, ils rejouent, ils sont bons. Mec, a fait kiffer cette équipe. Et le coach fait kiffer, gros. Il y a Charles Barkley qui disait c'est le futur OKC à l'Est. Il y a un peu de ça, il faudrait que Paolo Banchero devienne Shai Gilgeous-Alexander, je lui souhaite. Mais il y a un peu de ça. Côté meute, jeune garde, KCP qui est arrivé là pour amener un petit peu d'expérience. Ils ont des mecs qui vont charbon, gros. Mo Wagner, tu peux partir là, les gars. Ouais, t'as raison. Junior, bonne équipe. I like the magic. Ouais, bonne équipe. Parlons un peu des Bucks quand même. Ils tiennent grâce à un grand Giannis Antetokounmpo, grâce à un grand Damian Lillard sur la fin de match, grâce aussi à Bobby Portis qui prend feu. Je crois qu'il est à 7/7 à un moment dans le match. Est-ce que ces gars-là ne tiennent pas un peu trop sur le talent encore ? Bah si, mais comme toutes les équipes NBA, tu sais quand... Bien sûr qu'on aime les équipes qui sont construites grâce à des gros collectifs et tout, mais la NBA, c'est aussi qu'est-ce que tu as dans l'équipe. J'ai des vraies superstars ultra dominantes avec ces deux mecs-là, et faut les mettre en valeur. Et oui, c'est pas une équipe qui fait kiffer avoir joué, mais elle est grande, elle est costaud. À partir du moment où elle défend et qu'il y a une bonne énergie, elle sera dans le match. Et on l'a vu, ils font pas un grand match face au Magic. Mais ils gagnent parce qu'ils ont de l'expérience et qu'il y a un mec qui a un talent hors norme. Là, c'est Damian Lillard dans les fins de match. Donc, c'est aussi ça la force de ces équipes NBA là qui ont ce type d'effectif là. Donc, moi, j'en fais mes favoris. Hein. En fait, au gain de la coupe. Hein. Et je dis ça parce qu'on voit Giannis qui force énormément. Il perd 6 ballons sur des marchés en essayant de pénétrer. T'as l'impression que parfois, ils n'ont pas de solution en attaque. Ils n'en ont pas beaucoup de solutions en attaque. Et Giannis, qui était déjà très bon sur le début de saison, mais que ça ne suffisait pas pour gagner les matchs, il s'est dit il faut que j'en mette un peu plus. Et quand t'en as un peu plus, forcément, tu forces aussi un petit peu plus et il y a un peu plus de déchets. Maintenant, ce que fait Giannis Antetokounmpo depuis le début de la saison, j'ai envie de lui dire bravo, mon grand. C'est exceptionnel. Il est encore plus inarrêtable qu'il ne l'était par le passé. Tu vois sa petite progression au tir, là, tu la sens? Mais déjà, bravo, mon grand, d'avoir compris que l'ère NBA du tir à 3 points, t'as tenté de t'y mettre. Il a gagné comme ça, en tirant un peu à 3 points. Il en a pris un dans le match. À un moment donné, s'il tire, je vais lui mettre. La vibe, elle est bien. Tu sais, quand t'es un nouveau rappeur qui dit vas-y, je vais aller sur Spotify, j'ai écouté l'album. Lui, il dit bon, je vais écouter l'album du tir à 3 points. Finalement, hop, il a dit je vais le mettre de côté. Très bon sur le mid-range. Il a dit maintenant le mid-range, c'est quelque chose qui va essayer de peut-être me correspondre un petit peu plus. Donc il prend beaucoup plus de. Maintenant, c'est un joueur hors norme. Par contre, progression lancé franc, tonton, 61%, mec. 61%, quand t'as des matchs tirés comme ça, t'as pas le droit. Et Dieu sait qu'il bosse, c'est lancé franc, on l'a vu au JO. Moi, j'étais à Lille, je voyais ses routines. C'est un bosseur. Mais putain, il a pas de feeling, gros. Il a pas de feeling. T'as raison, je suis d'accord. On dirait que ça fait 5 ans et demi qu'il s'est endormi avec ses deux mains comme ça sous ses fesses. Il s'est réveillé. Dans la neige, 0 sans sens, gros. C'est vrai que c'est, pour des joueurs de ce niveau-là, c'est toujours ultra surprenant. Toute ta vie, je sais pas, il a dû shooter 1 million de lancers francs, le mec. Il arrive en match, alors je sais pas si c'est la pression, s'il cogite, j'en sais rien. Il a déjà changé 5 fois de routine dans sa carrière. Et il y en a jamais 2 pareils. Moi, ça, c'est une énigme pour un joueur de ce niveau-là, c'est incroyable. Qu'il fasse comme Sohan, donc il tire à une main à un moment donné. Et puis, quitte à être mauvais, shoot rapidement. Qu'est-ce que c'est écoutez, comme ça, Karl Malone aussi faisait ça. T'as en Betclic Elite, Bissang, il lui aurait sifflé 5 secondes dans ses francs. Chap. Un tout petit mot sur Chris Middleton qui est de retour là depuis quelques matchs. Là, il fait 0 points et 8 passes D, donc beaucoup à Giannis. C'est dur, c'est dur le retour de Chris Middleton. Écoute, ça fait 3 matchs pour un mec qui est tout le temps blessé. Moi, je vais pas tirer sur un mec comme ça. Et au contraire, j'ai envie de te dire que le moment à Vegas, là, ça peut être ce type d'élément et un petit peu fondateur pour sa saison. Voilà, j'en attends plus grand chose de Chris Middleton à cause des blessures, mais à partir du moment où il est dans l'effectif, fais-lui jouer ses 25 minutes, quoi qu'il arrive, parce qu'il t'apporte quelque chose de différent par rapport au reste de l'effectif. Et si t'as de la chance sur un bon jour, il a le droit de faire une bonne demi-finale. Oui, deux chevilles opérées, ça fait 3 matchs qu'il joue au basket, moi je vais lui dire... En fauteuil. En fauteuil. Mais moi je vais être patient avec lui, et puis tu vois que Doc Rivers essaye de le mettre en confiance. Avant le match contre Orlando, c'est lui qui joue, il est là dans le money time, il va au drive, il se fait contrer, mais après il y a un énorme rebond offensif de Giannis. Donc Doc Rivers compte sur lui. Je vais pas juger Chris Middleton tout de suite, je vais le laisser revenir en bonne santé. Thomas, t'as dit que c'était tes favoris. On va regarder les cotes sur Winamax pour la demi-finale, donc face aux Hawks, maintenant qu'on connaît les deux équipes. Et on va voir que les Bucks sont favoris. 1,58 pour les Bucks, 2,10 contre les Hawks. Steph, avant de te demander ton avis, on va vous laisser regarder la petite vidéo pour vous parler de notre partenaire Winamax sur cette émission. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax.
En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Steph, on a vu les cotes, donc les Bucks sont favoris, t'es d'accord avec ça? Entièrement d'accord. Bon, voilà. Et toi aussi? Bah moi, c'est mes favoris pour la Cup, donc oui, bien sûr. 1,58, c'est même une belle cote. Ouais, bien sûr. Alors, tu vois, ils sont à gauche, ils sont pas à domicile, c'est à Vegas, mais la prime à expérience, d'après moi, devrait faire foi, même si, comme l'a rappelé tout à l'heure Stephen, vu le parcours des Hawks, faut pas les enterrer. Après, il peut y avoir la prime à l'insouciance aussi. Tout à fait, c'est vrai, tu as raison. tu fais bien de dire qu'ils sont pas à domicile. Par contre, sur Winamax, c'est toujours à gauche. Hein. C'est comme les Français. À gauche à domicile, à droite à l'extérieur. Ouais, voilà, pour les petites infos. On passe à l'ouest. Merci Tom. C'est sympa ce petit tip, ça. Ah, ouais, vraiment. N'hésite pas la semaine prochaine à la refaire. Non, mais s'il y a des parieurs qui veulent ne pas se tromper. Oui, bien sûr. Bah, merci de penser à eux. Parce que quand tu regardes un match sur ESPN, c'est Bucks bien sûr. Voilà, c'est ça qui veut Ils sont fourbes. Et comme Thomas est un Américain. Tout à fait. Ils sont un peu fourbes. On passe à l'ouest avec le match de cette nuit. C'était Houston contre Golden State. Et les Rockets se sont imposés dans un money time complètement dingue. Avant d'analyser le match, les gars, on est obligé de parler de la faute qu'il y a eu en fin de match. Et pour en parler, on va regarder quand même la vidéo parce que c'est un fait de match qui est assez exceptionnel. Steph Curry, donc, qui shoot à 3 points, raté comme les deux derniers de Steph Curry. Là, ça se bat au rebond et là, ça va encore se battre. Et l'arbitre va finir par siffler faute sur Green. Les gars, vous en avez pensé quoi? Est-ce que déjà pour vous, il y a faute sur cette action? La faute est sifflée à qui? Parce que si c'est la faute à Kevin Looney, c'est un scandale. C'est la faute à Kuminga. C'est la faute à qui? Il parle de l'épaule gauche. Oh, la tête de Steve Kerr, ça c'est un mème exceptionnel. Ouais, a priori c'était Kevin Looney, mais que ce soit l'un ou l'autre, oh, la tête de Buddy Hield aussi. Non, ils sont tous choqués. Incompréhensible faute. Tu sais, les derniers ballons là comme ça, où, tu vois, c'est Kuminga. Les derniers ballons là comme ça, où tout le monde se jette, il n'y a pas une raison de faire mal. En plus, il va même pas dans son dos et tout. Ça, c'est entre deux. C'est au mieux temps mort. Il se jette sur son épaule. Ouais, c'est au mieux temps mort en faveur des Rockets, j'en sais rien, ou entre deux, mais c'est jamais une faute quand il y a un point d'écart comme ça n'a pas de sens. C'est sifflet criminel, ça. Ah bah plutôt criminel. Une vraie erreur. Il y a fumble, il y a un ballon qui appartient à personne, les deux se jettent. C'est un match de cup, ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu. Mec, tu vas flinguer. Je vais pas dire une saison, les Warriors ont gagné des titres. Mais putain, mais c'est un moment un peu épicé de la saison où tu joues avec un vrai enjeu, c'est pas un match lambda de saison régulière. Et tu vas niquer un truc comme ça. Hein. Bon, alors t'es pas sérieux. J'espère que l'arbitre, quand il rentre chez lui, devant le miroir, il lui dit, oh gros, t'as fait de la merde hein, quand même. Après, sérieusement. Alors, c'est une vraie erreur, mais on va pas se lancer dans les. C'est plutôt l'un que l'autre. En général, on dit la NBA avantage les grosses équipes. Bon, là, c'était à l'avantage de Houston. Donc, il n'y aura pas de théorie du complot. La NBA, souvent, d'ailleurs, fait des communiqués s'ils sont trompés. Je suis pas sûr que ça arrive là. Ça sert à quoi ces communiqués? Ça sert à quoi ces communiqués? À se caresser en disant oui, on déjuge les arbitres pour faire plaisir à Golden State, comme ça, ils entendent ce qu'ils ont voulu entendre. Mais le match, il est perdu en fait. Il faut pas rejouer le match. Donc Steve Kerr a branlé de lire le rapport en disant c'est une erreur d'arbitrage, Kuminga. Fuck en fait. C'est pas moi qui ai sifflé, t'arrêtes de m'agresser comme ça. Je donne des infos. Les instances quand même. On va voir la réaction de Steve Kerr qui était pas content. Et c'est là qu'on voit que c'était un peu plus qu'un match de saison régulière. Il y en a deux. Alors il y a un ballon qui traîne loin du panier avec le match en jeu. Je n'ai jamais vu ça. Je l'ai peut-être vu une fois en NCAA. C'était il y a 30 ans. Jamais en NBA. C'est inconcevable. Je ne comprends même pas ce qui vient de se passer. Et après il enchaîne. La victoire nous a été enlevée par une décision qu'un arbitre d'école primaire n'aurait pas prise parce que ce gars-là se serait dit, vous savez quoi? Je vais pas décider d'un match sur une balle perdue à 25 mètres du panier. Ouais, mais il a raison. Je pense qu'on est tous plutôt d'accord. Les fans. Oui, bon, là, il va prendre ses 25, 30, 50. Allez, hop, on envoie le chèque. Mais on est tous d'accord avec lui. En plus, il avait pété les plombs quelques minutes avant dans le match où il prend une technique, il érupte. Et puis là, derrière, il y a cette fin de match et cette conférence de presse. Bon, on est obligé de se ranger derrière la colère de Steve Kerr parce qu'on a l'impression que la fin de match était gâchée, que ce soit les Warriors ou les Rockets qui gagnent à la fin. On peut parler du match. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match parce que c'était un. Tu étais fan des Rockets déjà? Parce que j'étais un fan des Rockets évidemment, mais c'est un match un peu de tranché, un match de playoff. J'ai trouvé 90 points d'encaissés pour les deux équipes. Les Rockets qui s'imposent grâce à un beau Şengün, 26 points, 11 rebonds, 5 passes. J'ai bien aimé l'intensité
qu'ils ont mis, et je trouve que ça donne de la crédibilité encore plus à cette NBA Cup. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. On sentait que c'était un quart de finale à jouer. Alors le basket n'a pas toujours été flamboyant dans ce match, mais des défenses en fait ont pris le pas sur les attaques, on aime bien le dire ça, et les Rockets prouvent que ils sont capables de jouer des matchs à très haute intensité et avec une défense de très haut niveau. Donc félicitations à eux, ils ont réussi à ce que Draymond Green et les Warriors perdent 14 ballons dans la première mi-temps. Ils ont perdu un nombre de ballons, mon gars, sur des passes. Draymond Green, dans la fin de match, il y en a une qui va directement en touche. C'est des moments importants où l'expérience est censée te faire gagner. Bon, bah, la défense des Rockets a prouvé en tout cas sa valeur sur ce match-là. On peut faire l'avocat du diable, Steph, parce qu'ils perdent le match peut-être sur la dernière possession, mais pas que, parce qu'ils mènent de 7 points dans la dernière minute. Oui, ils mènent de 7 points, ils perdent des ballons. Tu l'as dit, cette passe de Draymond Green. Oh, mon grand Draymond. Comment la passe sur une coupe comme ça, il envoie une roquette de Houston d'ailleurs. Pleine tribune. À un moment donné, sur une fin de possession, parce qu'il faut savoir que je crois que Golden State est allé 7 ou 8 fois à la fin des 24 secondes poussé par la défense des Rockets. Il tente un drive, mec, il fait un lay-up, il touche pas le panier. Moi, je l'aime bien, Draymond, et je le préfère sur son podcast que sur le terrain d'ailleurs. Il se fait détruire par Alperen Sengun. Alors, il est vaillant, mec. Sengun, il a beaucoup de ballons. Mais à un moment donné, est-ce que c'est pas la carence de ces Warriors qui, oui, on le sait, ont parfois été champions en jouant small ball? Mais là, à un moment donné, il y a des... C'est notre époque, hein. Ouais, c'est notre époque. À un moment donné, il y a une défaillance. Il y a de plus en plus de big men dominants. Et là, ils se font détruire dans la peinture. J'aime beaucoup Kevin Looney. C'est des mecs vaillants, mais ça suffit pas, en fait. Ça suffit pas. Les Rockets qui mettent 25 ou 30 points sur les ballons perdus des Warriors. Et ce que j'ai aimé chez les Rockets, c'est que tout le monde s'est mis au diapason. Et on voyait les changements défensifs. C'était pas des changements du dimanche matin, on disait vas-y, change, et puis tu restes à 3 mètres. C'était des changements agressifs. On venait toucher Steph Curry. Les mecs, ils étaient sur le reculoir en permanence. Sengun, qui est pas réputé pour être non plus un énorme défenseur, ils ont tous fait les efforts et ils ont perturbé le jeu offensif des Warriors qui était si bien léché depuis le début de saison. Les Warriors, combien de fois ils étaient en galère, ballon dans les mains. Ah putain, faut rendre le ballon. Pas de solution. Sur le périph' ou quoi? Pas de solution. Pas de solution. C'est rare de voir les Warriors en galère comme ça, ils mettent 90 pions. Mais... Parce que normalement, t'as toujours un petit mec qui les sauve, qui prend un coup de chaud, Buddy Hield ou Steph Curry, mais finalement, non, tout le monde. Mais encore un énorme crédit et Udoka. Hier encore, il bench un moment Jalen Green quand même dans la fin de match. C'est important. Il y a quand même il a une patte sur cette équipe qui est assez impressionnante. Ouais, c'est vraiment leur capitaine et il essaie de tirer vraiment un maximum de l'énergie, la quintessence de l'effectif, mais d'un point de vue défensif, il y a encore beaucoup de choses à bosser en attaque. C'est clairement pas parfait, mais défensivement, ils sont tellement précis, tellement intenses. Et ils ont un banc de très très haut niveau. Amen Thompson, encore, il fait des trucs défensivement, mais le gars, c'est un avion de chasse. On sent qu'il a du talent, mais défensivement, c'est un top joueur. Il a mis un énorme contre à Steph Curry qui partait sur la layup comme ça. Le ballon, il a claqué. On n'a pas l'habitude de voir Steph Curry se faire contrer comme ça, c'est clair. Mais il tourne qu'à 8 joueurs hier. Ouais, bah ça ressemblait à un match de playoff. Ouais. Voilà, hein. Dans l'intensité et dans le score. Conférence Ouest, 90 points marqués. Écoute, c'est les matchs que j'adore, moi aussi. Hein. Ça fait du bien. Hein. Mais bien sûr. Des matchs en jeu. Finalement, cette NBA Cup l'année dernière, on était là, spectateurs, on avait kiffé le run d'Indiana. C'est une belle compétition. Ouais, c'est une belle compétition. Alors, les non-initiés ont du mal à comprendre, mais une fois que tu es rentré dans la formule et que tu comprends quand est-ce que ça se joue. Là, c'était compliqué, là, c'était plus simple cette année. Oui, les parquets t'aident à comprendre que c'est un match de NBA Cup. Ça fait du bien d'avoir des trucs avec enjeu, avec un trophée. Et je pense que les joueurs se prêtent. Il y avait de la déception. Hein. Ouais. Quand tu vois la réaction de Steve Kerr sur un match de saison régulière, peut-être qu'il aurait eu la même, mais pas aussi virulente que ça. Tu sens que les mecs ont perdu la possibilité d'avoir un trophée. Qu'on chie sur le trophée ou pas, que ça soit un trophée pourri. Mec, les joueurs, ils en veulent. Et puis il y a l'oseille à la fin. Alors, Steph Curry, les $500 000, il va peut-être pas les voir passer sur son compte en banque, mais pour Podziemski, il aurait bien pris. Oui. C'est clair. Et moi, je suis content pour les Rockets, au-delà d'être un fan, c'est que cette équipe, elle est jeune. Mine de rien, les Warriors, relou pour eux de paillettes, mais ils ont déjà tout gagné, cette équipe-là. Cette équipe des Rockets qui est en train de se construire et qui l'année dernière n'a pas pu jouer les playoffs. Là, de jouer un truc un peu en confrontation directe dans ce Final Four, je trouve que c'est bien, ça va les faire grandir. Ouais, c'est sûr. Et puis, ils tapent les Warriors après avoir perdu déjà 2 fois cette saison contre eux sans Steph Curry. Là, tu gagnes et tu accèdes à un moment important de la NBA. Donc, t'as raison. T'es sur le devant de la scène et puis t'as une chance. Hein. Ok, ici, on va en parler dans un instant. Ils sont magnifiques, on sait jamais. Il n'y a pas une série de 15 défaites dessus. Si, ça c'est incroyable. Ils ont mis fin à 15 défaites. 15, c'est énorme. 15, c'est beaucoup. Ouais. C'est énorme. Écoute, tant mieux pour eux. Je crois que Gasquet est à 22 contre Djoko. Je suis pas sûr qu'il mette fin. Qu'il va faire Richard Gasquet dans l'histoire, là. Ouais, c'était pour les séries. Il a pris sa retraite, ça, Gasquet, non? Oui, il a pris cette année, ouais. Il mettra pas fin. Puisqu'on parle tennis, allez voir l'interview d'Arthur Cazot par Tom Charabino. Très bonne interview. Qui a pas encore joué Djokovic. Non. Si vous avez des petites infos comme ça. La série n'a pas commencé, c'est ça que tu es en train de dire. Il est à 50-50 contre lui, c'est plutôt pas mal. Les Rockets qui affronteront le Thunder qui est venu Je parle pas de ce match. Tu parles pas de ce match? Pourquoi? Parce que c'est un fan de Dallas, tu comprends bien.
qui jouait un match contre Casse le Dallas. cul, ton gars, là. C'était sur le papier l'affiche de cette NBA Cup. Sur la réalité, ça a été un match ultra dominé par le Thunder. C'était le match le moins serré en fait des quarts de finale. Donc hier on a quand même beaucoup parlé dans Clutch. Je vais rester sur OKC. OKC a quand même cette espèce d'aura, d'alchimie des équipes qui font des grandes saisons. Voilà, donc malgré les blessures, que ce soit en manchette, ils ont continué à gagner. Isaiah Hartenstein arrive, c'est ses premiers matchs, t'as l'impression qu'il est là depuis 5 ans. Alex Caruso pareil. Ils ont cette alchimie, cette confiance en eux, et puis cet ADN aussi. Quand on dit la meute, avec leur délire de chien en fin de match qui me fait beaucoup rire, mais ils jouent comme des chiens les mecs. Ils se sont fait tacler. T'as fait quand Damon Green il avait taclé OKC? Ah non, je sais pas, il vous dit quoi? Je sais pas, dans son podcast, il avait dit, mec, vous êtes des chiens, vous avez rien fait encore. C'est que les chiens. Que Shea soit un chien, mais il a les sous-fifs derrière qui viennent faire waf waf. Ça régale. C'est exactement ce qu'on adore. Franchement, c'est juste, au mieux, c'est drôle. Et sinon, ça montre que le groupe vit bien. Donc voilà. Puis le contraste avec Dallas et l'intensité qu'a mis Dallas et l'image de Luka Doncic, c'est quand même grossier. Tu veux m'emmener où là? C'est grossier ce qu'a fait Dallas sur ce match. Est-ce que t'as été déçu par Luka et la première mi-temps de Luka, le match au global des Mavs? Ouais, un peu déçu parce que j'avais vu Luka notamment et les Mavs détruire OKC l'année dernière en playoff, où et OKC était quasiment la même équipe. Plus d'expérience. Oui, un peu plus d'expérience, mais défensivement ils avaient les mêmes qualités sur les postes extérieurs. Et Luka c'était friser les moustaches en jouant 1-2 à l'heure. Là, il y a quand même une petite adaptation, c'est qu'il y avait double à chaque fois sur Luka qui s'en est pas sorti, qui a peut-être été surpris aussi de cette suragressivité et de voir 2 joueurs systématiquement sur lui. Kyrie également, l'option de dire ok, nous on veut bien se faire taper par les Mavs, mais par contre que ça soit par les autres, que ce soit par Hardy, Gafford et compagnie ou Quentin Grimes. Mais pas par vous deux. Et ça a bien fonctionné. Alors déçu que Luka et Kyrie aient pas été capables de s'adapter et de trouver un game plan qui leur permette de sortir de tout ça. Maintenant ils se sont fait taper dessus. Cason Wallace a été énorme aussi. Lou Dort a été fantastique. Ouais, je suis déçu en fait. J'aurais voulu qu'il y ait match en fait. Et il n'y a pas eu de match. D'entrée de jeu, j'ai compris que Luka, comme ça peut lui arriver rarement. Il n'est pas venu pour crédibiliser la NBA Cup, lui. Lui, non, il n'est pas venu pour crédibiliser la NBA Cup. Salaud! Salaud, avec ton bandeau, lève-moi ce bandeau là, t'es dégueulasse, gros. Je te rejoins sur un truc, c'est que le game plan du Thunder là, a tellement fonctionné à un point où tu te demandes qui est censé être le meilleur joueur des Mavs. Tant ils l'ont détruit la première mi-temps, allez. Perd 2 balles, 2 points marqués, un seul panier, être toujours comme ça là sur le reculoir. Oui. Ils l'ont pris très haut sur le terrain, ce qu'on voit très rarement en NBA. Donc chialer aussi. Vas-y, et sa seule réponse a été de frérot, allez, prends ta boîte de Kleenex, on va t'essuyer le nez ou autre chose si tu veux. Donc il y a la déception, mais il faut donner surtout bien sûr du crédit à la défense de Marc Daigneault parce que mais il y avait peut-être ce qu'ils ont envoyé là, tu sais vraiment, à partir du moment où tu commences tes dribbles pour remonter la balle, on sera là. Oui. On sera là. Vas-y maintenant, accepte le challenge ou l'accepte pas. Si tu l'acceptes pas, nous on va vous détruire. Et le parallèle avec l'année dernière, c'est quand même les 3 points. L'année dernière, ils perdent aussi parce qu'ils mettent pas un tir externe. Oui. Hier, ils en mettent 20. Et il manque un joueur très important, souvent qui est très bon face à OKC, c'est PJ Washington. Et puis Washington, bien sûr, et tu vois. Mais je suis pas sûr que. Moi, j'y crois ça. Alors, je vais te redire ce que j'ai dit pour ceux qui regardent Clutch. Moi, le fait que PJ Washington ne joue pas, ça change vraiment beaucoup de choses sur l'attaque des Mavs pour un truc simple. C'est que à partir du moment où tu as des prises à 2, là, des blitz très clairs, avec donc Luka qui est comme ça un peu en galère, tu es en 4 contre 3. 4 contre 3, il y a qui sur le terrain? Il y a Kyrie, ok, mais qui a été bien pris, on l'a dit. Les autres, c'est que des finisseurs. Donc, PJ Washington, il a quand même ce truc où il est capable de poser un dribble, passer un gars, percuter, faire les différences. Derek Lively, l'année dernière, avait été très bon en playoff pour justement jouer sur le shot roll et faire des passes. Et il avait été vraiment très très bon. Là, il n'a pas été bon du tout sur le match. Donc, l'absence, d'après moi, dans le jeu des Mavs, il a été vraiment très préjudiciable. Bon, je dis ça, en face, il n'y avait pas Chet, donc bon, ça s'équilibre un peu quand même. Grand bravo au KC et quel plaisir aussi de voir Jalen Williams et Shea shooter à 2 points comme ça dans cette NBA moderne où tout est à 3 points. Eux, ils régalent. Ça te régale les jumpers ça me régale. Tu vois, moi, je fais partie de la meute. Gros crédit, tu l'as dit au coach. Tu l'as dit au coach Marc Daigneault. D'ailleurs, t'en parlais très bien hier dans Clutch. Pas besoin de le répéter, on t'écoute maintenant. J'ai vu tous les seconds couteaux ultra adroits, ils mettent 23 points hier sur 50 tentatives. Et je vois un plan défensif sur la star adverse qui a parfaitement fonctionné. Bon bah voilà, parfois le basket c'est très très simple. Et beaucoup de crédit à Marc Daigneault en premier lieu pour ce qu'il a voulu produire. Alors parlons un petit peu.
Ah ouais, bravo titre Ayman, Dallas s'est fait arracher. Très très bon. Petit prono, on va voir les codes sur Winamax encore une fois pour cette demi-finale de conf entre OKC et Houston, sachant que Houston vient de taper OKC, on se souvient dans un match assez exceptionnel. Sur à gauche, OKC joue à domicile ou joue donc à gauche. On rappelle, c'est à Las Vegas. On rappelle qu'Erwan sera sur place, on l'a même pas dit. Eh oui, il sera sur place. Erwan sera sur place, il va nous faire un petit inside. Des petits inside. OKC 1,46, Houston 2,40 les gars. Logique. Quel est votre prono? Moi, OKC, moi je veux une finale. Moi je veux OKC Bucks, moi en fait. Ouais, OKC Bucks en finale. C'est les deux favoris, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, maintenant qu'on a dit ça, ce sera donc un match entre Atlanta et Houston en finale. C'est quand même plus hypant OKC Bucks que Atlanta Houston. Non oui, sur le principe. Moi, ce que je souhaite pas, c'est que. Ce que je souhaite pas, c'est que la finale soit comme l'année dernière où on a senti vraiment qu'Indiana était allé au bout du truc, ils avaient tapé les Celtics et les Bucks, mais en finale, les Lakers n'avaient pas eu besoin de faire le match de l'année pour gagner. Ce que je souhaite, c'est avoir une finale non déséquilibrée, donc vraiment deux équipes de même niveau. Donc c'est mercredi, la finale. C'est mardi soir, je crois. Ouais, c'est samedi et mardi, la demi-finale, enfin les demi-finales. Dans la nuit de mardi et mercredi, je veux dire. C'est ça, exactement. Et lundi, dans la libre antenne, on prendra le temps de faire les grandes previews donc, de ces deux demi-finales. Cette finale, c'est samedi les demi-finales. Oui. On est jeudi. Cette finale, la grande preview de cette finale entre Houston et Milwaukee. Je me mouille. Tu vas faire quoi? Rien du tout. On regarde le sondage qu'on a mis sur les réseaux. Qui est le favori de cette NBA Cup? Alors pour eux, c'est OKC à 62%. C'est assez large, hein, avec Milwaukee en deuxième et après Houston de peu face à Atlanta. C'est normal. OKC, ce qu'a dégagé OKC là, tout le monde est un peu émerveillé, c'est normal. À eux maintenant de répondre à l'intensité des Rockets. Parce que là, c'est intensité contre intensité. Hein. Let's go. Oh là, je tape le micro. Let's go. On va se concentrer sur la palette. On va parler. Hein? Chevalier à la palette. Ouais, les chevaliers de la palette. On espère être meilleur qu'eux. Ce sera une palette sur une équipe qui vient de se faire sortir. C'est les Warriors. Mais pourtant, ça joue toujours bien. Les Warriors ne seront donc pas au Final Four de cette NBA Cup, mais on avait envie aujourd'hui, Thomas, de leur rendre hommage, puisque les années passent, mais le jeu des Warriors semble toujours aussi luisant. Ouais, absolument, les Warriors font une saison ultra surprenante en termes de résultats, mais le basket proposé est toujours chatoyant et on se devait... Chatoyant, je pense que c'est une marque de bouteille d'eau, donc ça n'a rien à voir. C'est Châteldon, ça n'a rien à voir non plus. Allez, on y va tout de suite sur la première action. J'essaie de me retomber sur mes pattes parce que là, c'était trop cata. Allez, on y va, on va se faire... comme toujours, une première action en déroulé. Stephen pourra donner son avis. Ah, quel plaisir, le passing game de cette équipe des Warriors. Allez, on commence tout de suite avec un focus sur le meilleur joueur de l'équipe, bien sûr, Stephen Curry, et les mouvements ensuite dans cette transition en faveur donc des Warriors face aux Minnesota Timberwolves. On va regarder la remontée, là, comme ça, côté, avec ce petit Mahama, on va l'appeler comme ça, pour créer du mouvement avec Buddy Hield. Draymond Green est en trailer, il adore cette position, et il va switcher direct à l'opposé. Et regardez, une fois que la balle est là-bas, là, hop, à l'opposé, on va regarder le mouvement de Stephen Curry qui va venir placer ce back pick magnifique à Buddy Hield. Donc un shooter pour un shooter. On va suivre cette action de Buddy Hield qui va dive, comme on dit. Il y a pourquoi pas une passe, même s'il y a une défense de Minnesota qui est bien placée, mais c'est surtout un leurre pour que derrière Stephen Curry utilise l'écran de Draymond Green. Et dans ces cas-là, Draymond Green déjà c'est un mur, clairement, bravo Léo, ça régale toujours de voir ces petites animations. Et ben là il y a un avantage assez clair, la passe est dans le timing, ça fait 4 passes dans une transition, et ça donne un tir qu'on va appeler d'ouvert bien sûr, pour Steph Curry, droite-gauche, filoche. Stephen? Ouais, c'est un play qui fonctionne parce que c'est Rudy Gobert aussi en face qui a souvent cette faculté à dropper et à protéger la raquette et être très bas. Et on le voit, il a 4 mètres sur la sortie après l'écran de Draymond Green sur Steph Curry. Il essaye de faire l'effort, mais c'est trop tard. Si tu fais un mec qui est un peu plus mobile et qui est moins grand peut-être que Rudy, qui est un peu plus haut, peut-être que Steph Curry n'a pas de tir ouvert. Et du coup, s'il n'y a pas de passe, on peut se dire aussi qu'il y a le Draymond Green qui s'ouvre et il y a une petite passe. La pocket pass. Après, moi, je préfère que ce soit Draymond Green qui finisse que Steph Curry quand même. Là, vous l'inverse plutôt. Je préfère que ce soit Draymond Green qui shoot plutôt que Steph Curry. Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois que Draymond Green est moins fort quand même que Steph Curry. Ouais, donc c'est pas ce que je disais. Oui. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, action numéro 2. J'allais même pas palmer Draymond Green. Et on est encore sur une remontée de balle, là, comme ça. On est au début d'une action. On va se la suivre. Et regarde. Eh oui, c'est une espèce de réponse à la première action en fonction du mouvement de la défense. On est sur un tout début d'action là, 22 secondes. On voit la projection donc simultanée des joueurs des Warriors. Les beaux couloirs, Voilà, tout à fait. Les couloirs sont respectés. Comme toujours, on va suivre les mouvements de Steph Curry. On va regarder aussi c'est Lindsey Waiters des Third qui est à l'opposé. Kevin Looney va venir à l'écran, transi basique hein, pour tous ceux qui ont joué au basket. Là, c'est assez simple. On va suivre quand même donc le petit déplacement et la défense surtout de Rudy Gobert sur cette action.
Regardez Kevin Looney, hop, le mur, is back in the game. Et là, on va voir la sortie de Rudy Gobert sur Steph Curry. Tout à l'heure, Rudy a fait du drop coverage. Clairement, il était très loin et ça a laissé de l'espace pour Steph. Là, il est plutôt bien en place. Donc forcément, il y a de l'espace dans la raquette. Avec les shooters des Warriors, on donne pas trop d'aide et ça donne donc un grand couloir de pénétration. Stephen, c'est vraiment la réponse à la première action qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Oui, et puis la bonne lecture de Steph Curry qui voit que les deux défenseurs des Wolves sont collés sur les shooters à 0 degré et l'importance du spacing, les deux shooters des Warriors à 0 degré qui sont vraiment très bas, donc qui étirent et qui permettent à la raquette d'être quasiment vide. S'ils étaient un peu plus haut, les défenseurs auraient pu avoir un pied dans la raquette et gêner cette passe à Kevin Looney. Donc le respect du spacing, c'est toujours important dans le basket, d'avoir des bons endroits pour étirer les défenses et pour permettre... Si t'avais été Chris Finch, le coach des Wolves, t'aurais dit peut-être que le défenseur sur Podziemski aurait dû faire un pas. Oui. Mais du coup, il y a peut-être un tir ouvert dans le corner pour Podziemski. Donc tu choisis ton poison. Oui, quoi. Après, c'est une histoire de pourcentage. Est-ce que je préfère donner un tir à 3 points à Podziemski ou un lay-up à Kevin Looney qui est en général à 65 ou 70%? C'est une bonne question. J'aurais pris l'option Podziemski. Warriors très fort en transition, ils sont 5e cette année. Ouais, et là, c'est à l'image de cette action. Opta Charavino, merci. Merci Opta. Monsieur Stat. Troisième action pour les Warriors, bien sûr, et ce passing game et ce jeu d'attaque toujours avec du flow. Vous aimez la transition, Tom Semar. C'est exactement l'action qu'on vient de voir. Déjà de la course avec Stephen Curry cette fois-ci qui est un porteur de balle et qui joue meneur de jeu. Et la belle course de Kevin Looney. Vous allez vous demander, mais pourquoi il n'y a que 4 défenseurs au Bulls? Je me pose encore la question. Avec cette bonne passe dans l'aile, toujours important, à un moment donné, dans les transits, les mecs, mettez les balles dans l'aile pour ouvrir des angles de passe. Kevin Looney va faire la bonne course. Julius Randle, là, on le voit, et Alexander Walker vont pas bumper la descente de Kevin Looney, et donc ça va donner une passe qui semble assez facile. Mais là, tu parlais tout à l'heure des espaces, c'est exactement ce qu'on voit là, Stephen. C'est chacun court dans son couloir, et ça donne forcément, à un moment donné, des ouvertures. C'est la priorité. Alors, à 50-4, c'est plus facile. Julius Randle, si ça avait été un garçon un peu plus connecté, il aurait quand même vu que le défenseur de Kevin Looney était soit tombé ou était encore là-bas. Le mec vient mettre dans la raquette et force la passe à l'opposé. Bon, à un moment donné, il faut un peu de jugeote. Et les Warriors sont 5e à la passe cette année. Donc, ils se font des passes et tout en termes de... c'est cool, ça, merci. Est-ce que t'aimes bien la défense, Tom? Non, t'aimes pas trop la défense. Si, on va quand même regarder. J'aime bien la regarder. Parce que dans cette belle saison des Warriors, il y a aussi la défense et ils nous surprennent cette saison clairement sur cet aspect du jeu en tenant des duels. On est toujours sur le même match face à Minnesota et regardez la bonne défense qu'on voulait qu'on voulait souligner là pour amener cette nouvelle attaque. On va regarder déjà la position de Draymond Green. Là, l'action est un peu fouille. On est dans le 4e quart-temps donc face aux Timberwolves et on va regarder toujours Draymond Green en goalkeeper. C'est un peu le gardien de but, on l'appelle comme ça. Il est en train d'aider et reprendre un maximum de mecs. Déjà la tenue des duels de Buddy Hield sur Julius Randle à souligner. Ensuite, Nickel Alexander Walker, la pénétration, le close-out sur de la part de Gary Payton II. Et encore une fois, regardez, la vision et le QI basket défensif de Draymond Green. Il est passé à moitié. Draymond Green fait un pas. Regardez, il y a peut-être une passe à faire sur Rudy Gobert, mais Alexander Walker veut pas la lui donner. Et là, la réduction d'espace, il y a peut-être un petit peu de forcing de la part du Canadien. On parlait du spacing tout à l'heure. Mais il y a 3 joueurs des Wolves qui sont exactement dans le même espace. C'est très facile. Pour défendre, c'est beaucoup plus simple. Draymond Green, il sait qu'il a Rudy Gobert qui a 1 mètre là. Il y a un mec qui vient. Donc, il est capable de défendre sur 2 joueurs. Si Julius Randle ou Rudy Gobert, mais le problème de Rudy, c'est qu'on lui demande d'être dans la raquette, avait pu s'écarter un peu plus, Walker Alexander, il avait peut-être une passe à 3 points. Tu vois, là, il y a trop de mecs resserrés. Clairement. Ça facilite Julius Randle qui vient, il y a 2 mecs sur les dunker spots. Là, vraiment short corner, c'est un peu resserré. Mais donc, bonne défense. Je voulais souligner quand même Buddy Hield qui fait des efforts défensifs. Voilà, lui qui est réputé pour sa défense passive. C'est un good buddy. C'est un good buddy, clairement. Hier, il était bon. Pas une stat défensive sur les Warriors? Si, 4e défense cette saison rating. Et ben voilà. Dominique Armand. Allez. Bon, merci pour la palette. Écoute, toujours un plaisir. On se concentre parce qu'on va passer au quiz. C'est l'heure du quiz. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et qui dit quiz avec Stephen dit je te donne une revanche. Je te donne une revanche parce que la dernière fois, quiz honteux. Ça a été coupé, les gens sont pas au courant. Ouais. Raconte-le, parce que c'était vraiment minable. Alors, on avait fait une énumération. Non, on avait fait qui a formé les joueurs français. On avait pris les joueurs de Pro A et on avait fait leur centre de formation avec Aymen. Je le mets dans la sauce avec moi. Et on a commencé à énoncer quelques noms et il s'avère que la formation, c'est pas comme aux États-Unis, c'est pas comme les facs. C'est un peu plus compliqué. Sans blague. Donc on s'est trompé sur beaucoup de joueurs. Quand il m'a dit Yannick Bocolo, j'ai répondu Le Mans et il m'a dit non, c'est Pau. J'ai dit on arrête là, stop, hop, on passe au qui suis-je. Aujourd'hui, on a fait plus simple. On a fait une énumération dans un premier temps, les gars. J'ai 27 noms. C'est beaucoup.
Donc vous avez juste à être bon. Les joueurs NBA français depuis 2000 qui ont joué une grande compétition avec l'équipe de France. Oh, pas mal ça. I like that. Oh, alors, attends. Donc depuis 2000. 27, Depuis il y a 2000. que 27 joueurs. Depuis ok. 2000 inclus. Arrête. Sydney, ça compte? Ouais, sûrement, ouais. Tu verras bien en disant le premier nom. Non, mais non, il a raison. Sur un mec en particulier, il a raison. Lequel, dis-le-moi. Rigaudot. Ah non, Rigaudot, Il est en- là. Il est en 2005 aussi, Rigaudot. Il loupe lancé franc contre la Grèce. Je commence avec Antoine Rigaudot. Allez, Antoine Rigaudot, on verra bien. Antoine Rigaudot, c'est bon. Ouais, Tony Parker. Tony Parker est là, bien Boris Dio. sûr. Boris Dio est là, bien sûr. Nando De Colo. Nando De Colo est là, bien sûr. Michael, j'ai la balle. Alors allez, faut que j'aille vite. J'ai la balle, c'est bon, merci. Ronny Turiaf. Ronny Turiaf. Nicolas Batum. Nicolas Batum. Joan Petro. Putain, ça va très vite. ça va Evan très vite. Fournier. Ah, je suis perdu. Joël Petro, c'est bon, hein, t'inquiète. Oui, vas-y, oui, avance, oui, t'inquiète. non, Alexis Aginsa. Alexis Aginsa, bien sûr. Rudy Gobert. Rudy Gobert. Kevin Serafin. Kevin Serafin. Yann Maimi. Yann Maimi. Mike Pietrus. Pietrus, c'est bon. Oh, j'ai cru que c'était pas bon pour, Non, pardon. pour Maimi, j'allais tomber dans les pommes. Yoann Petro, c'est bon. Victor Wembanyama. Victor. Bah oui, c'est vrai qu'il était Il fait très, partie très des jeune. derniers. Bilal Koulibaly. Bilal. Qu'est-ce qu'on est bête. Théo Malédon. Théo Malédon. Il a fait Eurobasket. Bon. Franck Nilikina. Franck. Putain, maintenant j'ai étendu tout ce que je pouvais dire. Vers où je vais aller Thomas. Boris Dio, on l'a dit déjà? Oui, je l'ai dit au début. Ah, il y en a un, je sais pas si vous l'avez dit, mais je Non, bah, attends. Ah putain. Conseil, commence par les Alexis récents. Aginsa. Déjà Je dit, l'ai déjà dit, dit. je Commence l'ai par les récents. Je l'ai dit. C'est quoi moi. les récents Bah, J'ai une bavure. les gens qui ont fait leur première grande compète là, au JO. Gershon Yabouzélé. Gershon, merci. C'était pas du tout, je répondais pas du tout à ta question, hein, je peux te dire. C'est pas leur première grande compète. Non, mais- Peter Corneli. Oh, damn. Peter Corneli est là. Vincent Poirier. Vincent Poirier, bien sûr. Bravo. Il m'en reste 8. Je sais pas s'il y en a que vous avez dit, mais il m'en reste 8 comme ça. Ouf. Ça commence à être dur, là, gros. Ouais, parce que lui... Ah, si, bien sûr. De quoi, bien sûr. J'en ai un, je pense. Allez, il me faut un nom Ouais. là. Elio Kobo. Elio Kobo est là. Oh, bien joué. Tariq Abdelouad. Il fait 2003, non Non, pas du tout. Il fait 2003, gros. Ah, si. Il fait 2003. Je vais vérifier. Si t'en as un en attendant. Il fait l'Euro 2003. Les grandes chaussettes et tout. Équipe de France Je 2003. pense qu'il est là, hein. Avec Mike Pietrus, Tipeee et tout, il est là, hein. En fait, j'ai pas de doute, il fait un Eurobasket ou je sais pas ce que c'est, mais... Là, je l'ai en 2003. Ouais, je t'inquiète pas, hein, c'est bon Tariq, hein. Et il joue en NBA depuis 2000, il a joué après. T'as voulu m'avoir, hein. Tu stresses, là? Il était pas dans ta liste. Non, mais je fais C'est bien la vérifier. Fataïmen encore ou pas? Allez, on enchaîne. Il reste des noms. Waouh, alors maintenant... C'est à moi, gros, t'as dit Tariq. Ouais, je sais, mais je réfléchis. Je réfléchis, c'est dur, là. Hein. Ouais. C'est très dur. La Kevin pro- Serafin. Tu as déjà dit. Tu as déjà dit. pardon. On a chacun une bavurasse. Allez. Oh, c'est vachement dur, hein. Waouh. William Howard, il a pas joué, il a pas fait de grande compétition. Diakouba Diawara. Oh, Diakoba, bien sûr. Waouh. Ah ouais, bravo. Oh là là, waouh. Mais on a fait une belle partie. Oui, quand même, je Ouais, c'est c'est pas une grave. belle partie. Je pense belle aussi, hein. partie, Je ouais. pense Belle aussi. partie. C'est pas Je grave. pense aussi. T'as fait une belle Arrête. partie, Allez, je me laisse encore 10 secondes. Fabien Attends. Creuser, elle a pas joué, gros. Arrête. Rodrigue Bobo, elle a pas fait de compète. Je te les enlève déjà. Oh là là, j'ai pas d'autres mecs, c'est pas possible. Les postes 2, là, y a pas des mecs qui ont. Adamo Bokoka, il a rien fait. Je l'ai pas, non. Non, il a rien fait. Je le disais Paul pas. Lacombe, il a jamais joué en NBA, gros. Arrête. Il est horrible. Ah, je vais perdre là-dessus, non, Thomas. Allez, Thomas, 3, Ouais, t'es bien 2, battu. 1. T'es bien battu, T'en as ça. un dernier peut-être? Non, mais il s'est bien battu, gros. T'as fait Bien une belle battu. partie. Je vous dis les noms qui me restaient. Zen. Wow. Vous l'avez dit, Batum. Oui. Oui, je l'ai dit. J'avais Geoffrey Lauvergne. Ah ouais, Ah, Jololo. J'avais dit. Louaou Cabarot, vous Ouais, l'avez dit. non. ouais, tu l'as bravo, dit, Timothée. Moïso. Oh, Jérôme Moïso. Ah, je suis vraiment. Joachim Noah, que vous avez pas dit. Ah ouais.
et Axel Toupane. Oh, désolé, Axel Toups. Exact. On a fait une belle partie quand même. Arrête, Axel on doit aller au bout là. Vous avez été très bon. Jololo. Vous êtes très bon parce que parfois vous me rajoutez des noms que j'avais pas, donc ça, vous êtes très bon. On part sur le qui suis-je ? Ouais. Je suis nul à ça. Ça m'arrange. Je suis né le 29 août 1961. Je suis un vieux pépère, hein. J'ai donc 63 ans aujourd'hui et j'ai joué en NBA de 83 à 93. Dans ma carrière, j'ai notamment été champion NBA. Mais, commençons par le commencement. Puisque dès la fac, je me fais repérer. Je joue à Louisville, où je fais un cursus complet, de 79 à 83. Je suis champion NCAA dès ma saison rookie. Cette même saison, je suis sélectionné pour jouer les JO de 1980. Mais les États-Unis boycottent les Jeux de Moscou. Je ne jouerai donc jamais les JO de ma carrière. Je ne jouerai jamais une grande compétition. Je viens de voir ce point, une grande compétition avec les États-Unis. Lors de ma dernière saison à la fac, je tourne à 11 points et 3 passes. Pas des stats énormes, mais vu la draft 83 et le vivier assez faible, je serai drafté très haut. En 83, je suis appelé à la 3e position par les Houston Rockets. Je resterai 5 saisons dans le Texas. Hein ? En 83, 3e position par Houston. Ouais. 5 saisons. Ouais. Ouais. On n'a pas encore 2 postes. Hein. Je resterai 5 saisons dans le Texas où je serai titulaire sur l'aile. Lors de ma saison sophomore, je monte à 14 points, 6 rebonds, 4 passes. Je sais à peu près tout faire sur un terrain, sauf shooter externe. Bon, en même temps à l'époque. En 1986, je joue les finales NBA contre Boston, où l'on s'incline. C'est qui ça ? D'ailleurs, le match est disponible sur YouTube. J'ai commenté le match, je sais même pas qui c'est le mec. Je suis très honnête avec 13 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne sur le run. Oh, c'est la honte. Après 2 échecs les années suivantes... J'ai commenté, je me souviens même pas. Ça remonte il y a un mois. Ouais, au moins. Hein. Après 2 échecs les années suivantes, je suis tradé en 1988 chez les Kings. Scott Brooks ? Non, dans un package qui ramène Otis Thorpe à Houston. Titulaire en Californie pendant 2 ans, c'est même là-bas où je joue le plus sur une saison, 39,5 minutes de moyenne lors de l'exercice 89-90. Pour 16,6 points, 8 rebonds et presque 5 passes. Vernon Maxwell ? Malgré mes stats, je n'obtiendrai jamais de récompense individuelle. Par contre, je serai récompensé pour ma défense en tant que All Defense First Team en 88. Quand t'as commenté le match, t'es honteux. Ah mais je te jure, j'ai honte. Vraiment, j'ai honte. Mais à Sacramento, je ne gagne pas de match. Heureusement, en 90, je suis à nouveau tradé. Après Houston et Sacramento... Taguelo. Non, me voilà à Dallas. À Dallas, je resterai 2 saisons où je serai encore titulaire avec le numéro 1 cette fois-ci. Près de 12 points de moyenne, 8 rebonds en 2 ans, mais pas de playoff. Oui, il va aller au bout du texte. Hein. Bah ouais, moi aussi, hein, je sais pas qui c'est. Attendez, il reste une équipe sympa. J'ai 30 ans et je n'ai toujours pas gagné de titre depuis celui en NCAA 12 ans plus tôt. Heureusement, la roue va enfin tourner. En 92-93, Je retourne à Houston. j'arrive à Chicago, Hein ? où je reprends le numéro 22. Pour la première fois de ma carrière depuis ma saison rookie, je ne serai pas titulaire. Je passe de 31 minutes en moyenne à Dallas à 16 minutes à Chicago. En même temps, j'arrive dans une équipe double championne en titre, donc je m'adapte. Putain. Je prendrai ma retraite la saison suivante. Et les rumeurs disent que c'est à cause du harcèlement que j'ai subi avec son Altesse Michael Jordan. C'est vrai que mentalement, il m'a détruit. Oula. Lors de la saison passée avec Dallas, j'avais eu mon plus faible total de shoot sur une saison avec 622 shoots tentés. À Chicago, je n'ai shooté que 92 fois. C'est pas le métis, la poste 3, non ? C'est un poste. Oui, je vois, mais c'est dans le 2e tripit, non ? Ah oui. C'est donc Oh pour là là, cela je sais pas qui c'est, je suis mauvais. qu'après mon titre de champion avec Chicago, je prends ma retraite à seulement 31 ans. Tu vas dire son nom, je vais dire ah oui. Je suis Rodney McRae. Rodney McRae. Ouais, bravo à lui, Rodney. Bravo, belle carrière. Hein. Super, Rodney. Vas-y, tu peux Au te tableau. recommencer, je sais toujours pas qui c'est. Au tableau, Macrae. Mais pourtant, maintenant que tu dis Rodney McRae, oui, je me souviens de Rodney McRae. Ah ouais. J'ai commenté Rodney McRae, je le connaissais pas avant, et je l'ai oublié juste après le match, apparemment. Ouais. Super. Rodney Rodney. Bravo, McRae. qui suis-je, bravo. Drafté numéro 3. Bravo, Rodney. Ouais, bravo. Voilà. Bravo. Bravo, Est-ce que les c'est gars. le père de Tate? J'ai déjà La fait la famille. blague. J'espère que tu vas chercher du Tate McRae maintenant. Qui Tate McRae? Tu connais pas Tate McRae? Non. J'ai découvert ce matin, enfin pas découvert, mais j'ai appris ce matin qu'elle a été la 4e Ah, c'est une artiste la femme. plus écoutée. C'est une Canadienne, 4e artiste la plus écoutée des États-Unis en ce moment. C'est une meuf qui fait de la pop. Genre Taylor Swift, un truc comme ça. Ouais, un peu plus. Un peu plus quoi? Sexy? Allez, ouais. Elle a quelque chose? Ah, je l'apprécie tout à fait. J'ai son concert à la Core Arena dans pas longtemps. Vous voulez que je fasse un question rapide? Ouais, vas-y. Pour partir Ah ouais, sur un merci, truc, parce que, quand même sur une vache. victoire. Allez. Rodney McRae, pas cadeau. Hein. Ah oui. On peut aussi passer à la semaine prochaine, hein, tu sais. Allez, c'est parti. Je suis né le 18 mars 1987 à Dallas, dans le Texas. Je passe par la fac. Pas de fac. Eh non, je fais pas de fac. C'est une belle fac, ça, pas de fac. Je vais directement à la draft en 2005.
Jonathan Bender. Et je serai drafté en 34e position par le Jazz. Là-bas, je reste longtemps. De 2005 à 2012. XAP. Non. Mais non, il est à la fac. Oh, pas de fac au Jazz. Pas de fac, Utah. Ouais. Je vous donne mes stats sur la période. Lors de ma saison rookie, je joue 23 matchs. Il y a un mec qui tape sur son ordi, je fais qu'est-ce qu'il y a Il y a mon ordi qui s'éteint. Oh non, mais quel... Oh, le fail. C'était qui? Attends, ouais, je vais faire sur mon téléphone. Bouge pas, je finis plus sur mon téléphone. Oh ouais, oh non, mec, catastrophique. Il a dit, tu vas voir, je vais te régaler pour ce quiz. Rodney McRae. Gros. Ouais. Allez, donc 2005-2006, je suis drafté. Je joue que 23 matchs lors de ma saison rookie. Je reste donc à Utah jusqu'en 2011. Ma meilleure saison, d'ailleurs, c'est en 2010-2011. Je suis à 13 points de moyenne, 3 rebonds. En 2012-2013, je débarque à Cleveland pour 2 ans. Donc Utah, Cleveland. Cleveland, 2 ans. Première saison, je joue 13 matchs dans le 5. Deuxième saison, j'en joue 34 dans le 5. Je suis toujours à 10 points de moyenne. On est mauvais. Utah, Cleveland. En 2014, je débarque à Indiana pour 3 saisons. CJ Miles. CJ Miles apparaît ici. Bravo. C'est pas Miles, mais c'est pas mal. J'avais déjà eu il y a quelques semaines, donc Samba, je te le laisse. Oui, voilà. Il a cherché dans ceux qu'il avait déjà fait, ce coquin-là. Bah non, je suis allé dans basket. J'ai fait draft 2005. Ils sont 500. C'est les 500 miles d'Indianapolis. N'importe quoi. Allez, clôture-moi cette merde. Steph, je te dois encore une revanche pour le prochain quiz. Ce sera Michael Jordan. L'énumération était bien. L'énumération était très bien. L'énumération était très bien. On allait loin en plus, donc ça va. Et le mec qui était pas un no-name non plus. Hein. C'était Rodney McRae. Rodney McRae. Ouais, d'accord. Tu le connaissais, toi? Numéro 3 de draft à Houston. Bon, les mecs, d'accord. Très bien. Sur légende de Houston. Numéro 22. Allez, si vous voulez voir du bon basket, je vous invite dimanche à regarder le match sur DAZN avec Nancy contre Lasvel, commenté par Palais des Thomas. Sports Gentils, représente. Très gentil. La Stanislas, la famille. L'Arquebus, belle boîte de nuit. Il fait bon vivre à Nancy, il fait bon vivre. C'est qu'une fois j'ai eu un accident de ouf avec Steve Chicambou. Mec, je traîne sur la place Stanislas, je suis à 4h30 du matin, je titube sur les pavés, et il y a Steve Chicambou qui était en vadrouille, je sais pas où, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Je rentre, faut que je mange un kebab et tout ça, donc il me récupère, il m'emmène manger un kebab, après il me ramène dans sa voiture, et là je sais pas, j'étais sur le côté passager, j'avais mis ma ceinture, là j'étais à moitié en train de... Et là, bang, on s'est fait taper sur la droite, avec accident de ouf. Je te jure, gros, airbag déclenché et compagnie. C'est toi qui as pris alors? Oui, c'est moi qui ai pris, mais j'ai rien senti. Ouais. Et t'as pas eu contre-coup? En général, on dit qu'après on est. Rien du tout. Bah, t'es solide, bravo. Je suis rentré à pied finalement, donc ouais. Tu m'étonnes! S'il m'avait pas récupéré, je serais rentré à pied chez moi, gros, tranquille. Oh la vache, l'angoisse. Bah écoute, tant mieux, hein, sinon, il y a des accidents plus dramatiques en termes de conséquences, donc tant mieux. Kata. Kebab intact? Kebab intact, bah, je l'ai mangé en marchant sur la route pour le coup. Tu t'es levé de la voiture, t'es parti. Ouais. Je suis resté à demain entraînement de dire salut mon grand, passe une belle soirée. Allez, bravo. Et si vous voulez patienter, samedi on sort donc la vidéo sur les meilleures progressions, nos favoris pour le trophée de MIP. Ça sort samedi et c'était avec Arthur. Tout à fait. Voilà pour ce Thursday Show. Merci les gars. Oui, merci Tom, à la semaine prochaine. Et on se retrouve lundi pour la libre antenne et le Big Monday. Allez, à lundi.